Une babysitter a découvert d'étranges marques sur les bras d'une fillette de 8 ans pendant qu'elle lui donnait son bain. Lorsqu'elle a confronté les parents, leur réaction a été terrifiante. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La brise d'automne portait le parfum des feuilles en train de brûler à travers Oaked, tandis que Michelle Callaway montait sur le chemin pavé menant à la résidence Thornton. La maison coloniale se dressait fièrement et impeccablement sur fond d'érables enflammés d'orange et de cramoisi, 3 étages de bardage blanc immaculé, des volets noirs sans une trace de peinture écaillée et une porte d'entrée de la couleur du vin. C'était le genre de maison présentée dans des magazines d'architecture, celle dont elle ne pouvait que rêver de se permettre en tant qu'étudiante diplômée noyée sous les prêts étudiants. Michelle ajusta son sac messager et lissa son cardigan avant d'appuyer sur la sonnette. La sonnerie résonna à l'intérieur dans un ton mélodieux qui semblait trop parfait, comme tout le reste concernant les Thornton. À 24 ans, Michelle était plus âgée que la plupart des babysitters de premier cycle à Oaked, mais ses études supérieures en psychologie de l'enfant à l'université Westfield la rendaient particulièrement attrayante pour les familles aisées, surtout celles comme les Thornton qui pouvaient se permettre d'être sélectives. La porte s'ouvrit pour révéler Diana Thornton, une femme élégante d'une quarantaine d'années, arborant un carré blond lisse et des yeux de la couleur de l'acier. Elle portait une jupe crayon en charbon et un chemisier en soie crème qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Michelle. « Michelle, pile à l'heure, dit-elle, son sourire professionnel sans atteindre tout à fait ses yeux, entrez. » Le hall d'entrée s'ouvrait sur un vaste salon au plafond vertigineux et une immense cheminée en pierre. La décoration était minimaliste mais manifestement coûteuse, verre et chrome, cuir blanc, art abstrait aux couleurs atténuées, rien ne semblait avoir été touché, encore moins habité. « Richard est en train de terminer un appel dans son bureau », expliqua Diana en guidant Michelle à travers la maison. « Nous apprécions que vous soyez intervenu à la dernière minute, notre babysitter habituel a eu une sorte d'urgence familiale. » Michelle hocha la tête. « Je suis heureuse de vous aider. Le professeur Lee m'a dit que vous cherchiez quelqu'un avec mon profil. » Oui, Marianne est une enfant très particulière, brillante, bien sûr, mais réservée. Nous préférons quelqu'un qui comprend le développement de l'enfant plutôt qu'une adolescente que l'on poserait simplement devant une télévision. Elles entrèrent dans la cuisine, une véritable vitrine de marbre et d'inox. Un homme se tenait dos à elle, parlant à voix basse au téléphone cellulaire. Il se tourna à leur approche, terminant son appel d'un ton brusque, « Nous discuterons des résultats demain. » Le docteur Richard Thornton était aussi soigné que sa femme, grand et en forme, avec des cheveux poivre et celles qui lui donnaient un air distingué plutôt que vieux. Son sourire, entraîné et parfait, était celui de quelqu'un habitué à mettre les autres à l'aise. « Docteur Callaway, je présume, dit-il en tendant la main. Ou bientôt, devrais-je dire. » Michelle lui serra la main, remarquant sa poignée ferme. « Juste Michelle, ça suffit. Je suis encore à quelques années de terminer mon doctorat. » Eh bien, toute personne que le professeur Lee recommande possède les meilleures références, doctorat ou non. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Marianne devrait être en train de finir sa leçon de piano. Permettez-moi de vous présenter. Elles s'enfoncèrent plus profondément dans la maison, passant devant des pièces qui ressemblaient davantage à des expositions de musée qu'à de véritables espaces de vie. Michelle remarqua qu'il y avait peu de photos de famille exposées, principalement des portraits artistiques en noir et blanc qui révélaient peu de personnalité. La salle de musique se trouvait à l'arrière de la maison, inondée de lumière d'après-midi grâce à des fenêtres du sol au plafond donnant sur un jardin immaculé. Une petite silhouette était assise devant un piano à queue noire brillant, sa posture parfaite tandis que ses doigts se déplaçaient mécaniquement sur les touches. Un nocturne de Chopin en mi bémol majeur emplissait la pièce, joué avec une précision technique mais sans réelle émotion. Richard, appela doucement ce dernier dès la fin du morceau, viens rencontrer Michelle, elle s'occupera de toi ce soir pendant que ta mère et moi assistons à la collecte de fonds de l'hôpital. La fillette se tourna sur le banc. Grâce à sa formation, Michelle remarqua immédiatement les signes subtils d'anxiété ou la légère tension dans ses épaules, la manière dont ses mains étaient jointes, l'éphémère lueur d'évaluation dans son regard avant qu'elle ne se compose en un sourire poli. Marianne Thornton était petite pour ses 8 ans, avec des cheveux blonds pâles attachés en une tresse serrée et des traits délicats rappelant ceux de sa mère. Malgré le temps doux de septembre, elle portait une robe bleu marine à manches longues avec un col blanc, et ses grands yeux bleus paraissaient plus âgés qu'elle ne l'était réellement. « Bonjour mademoiselle Michelle », dit-elle, sa voix à peine audible. Michelle s'approcha lentement, se baissant pour se mettre à la hauteur de la fillette.
Salut Marianne, c'était magnifique à jouer. Depuis combien de temps prends-tu des cours? Depuis l'âge de 4 ans, répondit la fillette, ses yeux jetant brièvement un regard vers son père avant de revenir vers Michel. Ton père dit que tu as un don pour la composition classique, afficha Richard, avec la juste dose de fierté paternelle. Marianne à l'oreille absolue. Son professeur pense qu'elle pourrait se produire avec l'orchestre des jeunes dès l'année prochaine. Michel remarqua que les épaules de Marianne se tendirent légèrement à cette annonce. C'est impressionnant, aimes-tu jouer? Aurait pu répondre Marianne, mais Diana intervint, nous devrions terminer de nous préparer. Richard, la vente aux enchères silencieuses commence à 19h et vous présentez la subvention de recherche à 20h30. Richard se tourna vers Michel. Bien sûr. Les numéros d'urgence sont affichés sur le réfrigérateur. L'heure de coucher de Marianne est fixée à 21h précise, après qu'elle ait terminé sa lecture, pas de télévision, pas de bonbons, et elle a déjà dîné, ajouta Diana. Elle a droit à 30 minutes de dessin après ses devoirs, si elle se comporte. Elle connaît les règles. Pendant tout cet échange, Marianne resta parfaitement immobile, son expression soigneusement neutre. Seul quelqu'un de formé aurait pu remarquer le léger retrait, le discret repliement en elle-même. Nous ne devrions pas être en retard après 11 heures, poursuivit Diana, se dirigeant déjà vers la suite parentale. Marianne, montre-moi tes devoirs pendant que nous finissons de nous préparer. Laissant la fillette seule, Michel s'assit à côté d'elle sur le banc du piano. Que lis-tu pour ton devoir? Marianne quitta le banc et se dirigea vers une pile soignée de livres sur un bureau à proximité. Le jardin secret, dit-elle doucement. Je suis censée lire les chapitres 7 et 8 ce soir et écrire un paragraphe sur le symbolisme du rouge-gorge. C'est un livre merveilleux, répondit chaleureusement Michel, l'un de mes préférés quand j'avais ton âge. Marianne leva les yeux, un éclair d'intérêt sincère traversant son visage avant qu'elle ne le réprime. As-tu aimé quand Marie a trouvé la clé? Oui, j'ai adoré l'idée qu'il existait des lieux secrets et magiques en attente d'être découverts, dit-elle. Michel sourit. Qu'en penses-tu jusqu'à présent? J'aime quand Marie se dresse contre Colin, dit-elle tout doucement. Michel dut se pencher vers elle. Lorsque Marianne expliqua que ce n'est pas qu'il est vraiment malade, il a juste peur. Quelque chose dans sa manière de parler fit s'éveiller les instincts professionnels de Michel avant qu'elle ne puisse approfondir. Le bruit de talons claquant sur le parquet annonça le retour de Diana. Le départ des Thornton fut efficace et bref. Diana donna des instructions sur l'endroit où trouver le pyjama et la brosse à dents de Marianne. Richard rappela à Michel l'heure de leur retour. Aucun des parents n'embrassa ni n'embrassa leur fille en guise d'adieu, se contentant de hocher la tête en sa direction avec un rappel de bien se tenir. Lorsque la porte d'entrée se ferma, Michel sentit l'atmosphère de la maison changer subtilement. La posture de Marianne, toujours parfaite, semblait néanmoins moins rigide. Devrais-je jeter un œil à tes devoirs d'abord? Suggéra Michel. L'heure suivante passa dans le calme, Marianne résolvant des problèmes de mathématiques avec une efficacité mécanique. Michel observa la fillette vérifier chaque réponse à 3 reprises, effaçant et réécrivant des chiffres déjà corrects jusqu'à ce que le papier soit presque usé. Lorsque Michel suggéra doucement que sa première réponse était juste, Marianne se figea un instant avant de murmurer. « Papa dit que je dois être sûre. » Après les devoirs vint l'exercice de lecture. Marianne lut magnifiquement, sa diction parfaite, mais son engagement dans l'histoire semblait distant jusqu'à ce que Michel lui demande son avis sur les personnages. Alors, brièvement, une animation traversa son visage avant de disparaître, comme si elle se souvenait qu'elle ne devait pas montrer trop d'enthousiasme. À 20h30, Marianne avait terminé tout ce qui était requis d'elle. « Tu as gagné ton temps de dessin, » dit Michel. « Que aimes-tu dessiner ?» Pour la première fois, un sourire sincère apparut sur le visage de Marianne. « Puis-je te montrer mon carnet de croquis ?» Elle disparut, monta à l'étage et revint avec un livre usé relié dans un tissu bleu. En l'ouvrant, on découvrait page après page des dessins étonnamment sophistiqués pour une enfant de 8 ans, des oiseaux détaillés, des fleurs et des paysages rendus avec une attention minutieuse. « Marianne, c'est incroyable, » dit sincèrement Michel, « tu as un véritable talent. » La fillette baissa la tête, sans pouvoir dissimuler son plaisir. « J'aime dessiner les choses que je vois par la fenêtre. C'est mon arbre préféré, » dit-elle en pointant du doigt un croquis détaillé d'un chêne. Je l'ai nommé Vieux Gardien parce qu'il garde toutes les saisons dans ses branches. C'était la première fois que Marianne enchaînait autant de mots depuis l'arrivée de Michel, révélant ainsi l'enfant imaginatif caché derrière son extérieur contrôlé. « Tes parents regardent-ils tes dessins ?»
demanda Michel. Le sourire de Marianne s'effaça. Ma mère dit que l'art n'est qu'un passe-temps, pas une carrière. Mon père me laisse dessiner si j'ai bien fait tout le reste. Michel observa Marianne sélectionner une page vierge et commencer à esquisser avec des traits légers et précis. La fillette semblait se perdre dans le processus, sa concentration totale. À plusieurs reprises, Michel remarqua qu'elle se frottait inconsciemment le haut des bras, comme pour apaiser une douleur. « As-tu froid, Marianne ? Je pourrais régler le thermostat. » La fillette se raidir immédiatement, laissant tomber ses mains sur ses genoux. « Non, merci, je vais bien. » À 21h précises, sans qu'on ne le lui demande, Marianne referma son carnet de croquis. « Il est l'heure d'aller au lit », annonça-t-elle, sa voix redevenant un murmure. Michel la suivit à l'étage jusqu'à une chambre qui, comme le reste de la maison, était impeccablement agencée. Les murs étaient peints en bleu pastel, ornés d'affiches éducatives encadrées de filigranes argentées. La bibliothèque contenait des classiques et des ouvrages scientifiques triés par taille et par sujet. Peu de jouets étaient visibles, un coffre en bois, un globe et une unique poupée en porcelaine qui paraissait trop fragile pour être manipulée. « Voudrais-tu prendre un bain avant d'aller te coucher ?» demanda Michel, se rappelant la brève mention de Diana à propos de la routine nocturne de Marianne. Un éclat d'anxiété traversa le visage de la fillette. « D'habitude, oui, mais peut-être pas ce soir. » La formation de Michel lui disait de prêter attention à ce refus. « Y a-t-il une raison pour laquelle tu ne veux pas ? Tu peux me le dire. » Marianne baissa les yeux vers ses pieds en chaussettes. « Je suis juste fatiguée. » « Un bain rapide pourrait t'aider à mieux dormir, » suggéra doucement Michel. « Je te promets, je ferai vite, » assura Michel. Après un moment d'hésitation, Marianne acquiesça et se dirigea vers sa commode pour récupérer ses pyjamas soigneusement pliés et sa robe de chambre. La salle de bain attenante à la chambre de Marianne était aussi impeccable que le reste de la maison Thornton. Michel fit couler l'eau, remarquant comment Marianne testait soigneusement la température avant d'approuver d'un hochement de tête. « Je peux le faire moi-même », déclara Marianne lorsque la baignoire fut remplie. « Je suis très capable. » Michel sourit. « Je suis sûr que tu le es, mais je vais rester juste pour m'assurer que tu vas bien. Je peux me retourner si tu veux de l'intimité pendant que tu entres. » La fillette hésita à nouveau, cette fois plus longuement, avant de hocher lentement la tête. Michel se détourna pour écouter les doux bruits des vêtements enlevés et le léger éclaboussement lorsque Marianne entra dans l'eau. « Tu peux regarder maintenant » dit une voix douce. Michel se retourna pour découvrir Marianne assise dans la baignoire, des bulles recouvrant son corps, les bras repliés protectivement autour de ses genoux. Ses manches longues dissimulaient des bras d'une finesse presque irréelle, la rendant encore plus fragile que ce que Michel avait d'abord imaginé. « Veux-tu que je te lave les cheveux ?» proposa Michel. « Non » répondit fermement Marianne, sa réponse semblant surprendre même Marianne elle-même. Plus doucement, elle ajouta « Merci, je l'ai lavé hier. » Michel acquiesça, respectant sa limite tout en notant la réaction inhabituelle de la fillette. Elle s'assit sur le couvercle fermé des toilettes, engageant une conversation décontractée sur l'école et les livres, tandis que Marianne se lavait méthodiquement, gardant la majeure partie de ses bras dissimulés sous les bulles. Cela se produisit lorsque Marianne tendit la main pour attraper le gant de toilette qui s'était glissé. Son bras droit, entièrement étendu, laissa l'eau et le savon glisser pour révéler ce qui avait été caché sous ses manches longues toute la journée. Michel lutta pour garder une expression neutre malgré le choc qui la traversait. Une série de marques parfaitement circulaires bordait l'intérieur du bras de Marianne, certaines délavées en jaune, d'autres encore violettes et fraîches. Ce n'étaient pas des ecchymoses aléatoires dus au jeu ou à un accident, elles étaient délibérées, uniformes et disposées selon un schéma quasi chirurgical. Marianne vit Michel observer et submergea rapidement son bras, mais il était déjà trop tard. Leurs regards se croisèrent, celui de la fillette s'agrandissant de peur. « Marianne, » dit Michel d'une voix calme malgré la frénésie de son cœur, « peux-tu me dire ce qui est arrivé à ton bras ?» La fillette secoua la tête frénétiquement. « Rien, je suis tombée en cours de danse. » La réponse, répétée comme un automatisme, était indéniable. Michel avait entendu des explications semblables lors de ses cours de psychologie de l'enfant, ces réponses toutes faites que les victimes d'abus sont entraînées à donner. « Ça a dû être une sacrée chute », murmura doucement Michel. « Ces marques semblent douloureuses. »« Je vais bien », insista Marianne, sa voix tremblante. « Puis-je sortir maintenant ?» Michel lui tendit une serviette, l'esprit tourbillonnant entre protocole et obligations éthiques. Tandis que Marianne s'habillait, le dos tourné, Michel aperçut, une fois encore,
des marques s'estompaient sous le col de son haut de pyjama. De retour dans la chambre, Marianne se glissa dans le lit avec la délicatesse de quelqu'un qui contourne la douleur. Michel s'assit au bord du lit, déchiré quant à la manière de procéder. Confronter directement Marianne risquait de la refermer complètement, mais ignorer ce qu'elle avait vu serait impensable. « Marianne, tu sais qu'en tant qu'adulte qui travaille avec des enfants, c'est mon travail de m'assurer que tu es en sécurité, n'est-ce pas ?» commença-t-elle prudemment. Le visage de la fillette se figea, trahissant une habitude d'autoprotection. « Je suis en sécurité, c'est marque sur mes bras. »« J'ai une condition, » interrompit Marianne, les mots dévalant avec une précipitation étudiée. « Papa dit que ça me fait facilement faire des bleus. Un médecin, donc il sait. » Michel acquiesça sans contester l'explication, mais demanda doucement, « Cela te fait-il mal ?» Après un court instant d'hésitation, Marianne murmura, « Personne ne me fait de mal. »« Tu ne peux pas dire ça. Ils ne te laisseront pas revenir si tu dis des choses comme ça. » L'implication, que Marianne voulait que Michel revienne et que d'autres questions posées auparavant étaient restées sans réponse, flottait entre elles. Michel garda sa voix ferme. « Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le jardin secret ?» Le changement abrupt de sujet sembla troubler Marianne, mais elle répondit prudemment, « J'aime que Marie trouve des amis qui l'aident, tout le monde a besoin d'amis comme ça. Des amis qui remarquent quand quelque chose ne va pas et essaient d'aider, même quand c'est effrayant, » dit doucement Michel. Les yeux de Marianne se remplirent de larmes qu'elle s'efforça de retenir. « Peux-tu me lire, juste un petit peu ?» Michel prit le livre sur la table de chevet, en lisant à propos de Marie Lennox découvrant le jardin secret, remarqua que Marianne se détendait peu à peu, sa respiration devenant plus profonde et régulière. Au terme du chapitre, la fillette dormait, une main repliée protectivement sur l'autre. En bas, Michel se déplaçait dans la maison silencieuse avec un malaise croissant. L'ordre parfait qui régnait semblait désormais oppressant plutôt qu'impressionnant. Dans le salon, des photos de famille montraient Marianne à différents âges, toujours vêtue de manière impeccable, toujours avec ce sourire mesuré qui n'atteignait jamais ses yeux. La formation éthique de Michel lui rappelait ses obligations en cas de soupçon d'abus, mais quelque chose lui soufflait que les procédures standards pourraient se révéler inefficaces face à une famille aussi puissante que les Thornton. Elle avait besoin de plus d'informations et se sentit attirée vers le bureau de Richard, un espace masculin orné de cuir et de bois sombre. La porte, entr'ouverte, ni complètement fermée, ni tout à fait ouverte, était à la fois une invitation et un avertissement. Michel hésita brièvement avant d'y pénétrer. La pièce était méticuleusement organisée, des revues médicales alignées sur des étagères sur mesure, des certificats et des récompenses couvraient un mur, et un grand bureau en acajou dominait l'espace. Elle parcourut rapidement les titres sur l'étagère, remarquant que la spécialisation de Richard se précisait, la gestion de la douleur et la recherche. Sur le bureau reposait un journal ouvert avec un passage surligné en jaune, la réponse à la douleur chez les sujets pédiatriques demeure insuffisamment étudiée en raison des contraintes éthiques. Les réactions physiologiques observables face à des stimuli contrôlés pourraient fournir des informations précieuses pour développer des protocoles de gestion de la douleur plus efficaces. Le ventre de Michel se noua. Elle examina attentivement d'autres objets sur le bureau sans déranger l'agencement précis. Un calendrier relié en cuir indiquait des évaluations médicales hebdomadaires et un dossier médical simplement étiqueté « Sujet » était enfermé dans un tiroir qui refusait de s'ouvrir malgré ses tentatives minutieuses. Le bruit d'une voiture entrant dans l'allée la fit sursauter. Michel quitta rapidement le bureau, s'assurant que la porte était exactement comme elle l'avait trouvée, puis se dirigea vers la cuisine, juste au moment où des clés s'entrechoquaient à la porte d'entrée. Diana Thornton fut la première à entrer, déroulant une écharpe de soie autour de son cou. « J'espère que tout s'est bien passé, » dit-elle. Michel acquiesça, s'efforçant de garder une expression neutre. Marianne était merveilleuse, elle est très brillante, oui, elle est assez avancée pour son âge. Le sourire de Diana était maîtrisé. Richard est en train de garer la voiture. Il aime que le garage soit parfaitement aligné. Ce commentaire, lancé de manière désinvolte, frappa Michel comme une nouvelle preuve du contrôle qui imprégnait ce foyer. Richard entra quelques instants plus tard, son nœud papillon déjà desserré. « Comment va notre fille ?» « Parfait, » répondit Michel en observant attentivement son visage. « Elle a terminé tous ses devoirs, lu ses chapitres et a même eu le temps de me montrer ses dessins. »« Ah, son petit passe-temps, » dit Richard d'un ton désinvolte. « Nous l'encourageons comme exutoire créatif, mais nous concentrons ses talents sur des activités plus pratiques. Elle est vraiment talentueuse. »
Sa compréhension de la perspective et des détails est inhabituelle pour son âge, ajouta timidement Michel. Diana balaya ce commentaire d'un geste. Le piano offre plus de structure, le dessin ne peut être mesuré correctement en termes de progrès. Rassemblant son courage, Michel, pendant qu'elle donnait le bain à Marianne, déclara. J'ai remarqué des marques inhabituelles sur ses bras, des ecchymoses circulaires à différents stades de guérison. Je voulais vérifier si tout allait bien. Le changement fut instantané et glaçant. Le masque poli de Diana se fissura un instant, ses yeux se durcissant comme de la glace, tandis que le sourire de Richard se figea, trahissant le calcul froid qui se cachait derrière. Marianne a un trouble sanguin rare, déclara Richard d'un ton clinique. La purpura thrombopénique idiopathique provoque des ecchymoses faciles même avec un contact léger. Je suis surpris qu'elle ne t'ait pas dit qu'elle comprenait très bien sa condition. Elle a dit être tombée en cours de danse, intervint doucement Michel. Oui, aussi, ajouta Diana avec aisance. Entre sa condition et sa maladresse en danse, elle se fait des bleus de façon assez spectaculaire parfois. Nous avons envisagé de la retirer du ballet, mais elle l'adore. Son sourire n'atteint jamais ses yeux. Nous apprécions ton inquiétude, mais je t'assure que tout est bien géré. Richard est l'un des principaux experts en hématologie pédiatrique, après tout, dit-elle. Pourtant, Richard était spécialisé en gestion de la douleur, non en hématologie. Michel ne contesta pas directement. Je vois, dit-elle, mais ces marques semblent très uniformes, presque comme des sites d'examens médicaux. Richard intervint, nous devons surveiller régulièrement ses taux de plaquettes. J'ai moi-même effectué les tests pour lui éviter le traumatisme des visites à l'hôpital. Diana se dirigea vers son sac à main et en sortit de l'argent liquide. Nous devrions te laisser rentrer, il se fait tard et je suis sûr que tu as des études à suivre. Elle compta des billets, bien au-delà du tarif convenu, un petit extra pour ta délicatesse. L'argent paraissait lourd dans la main de Michel. De l'argent de silence. Merci de m'avoir fait confiance avec Marianne, dit Michel, choisissant ses mots avec soin, je serai ravi de m'en occuper de nouveau si vous avez besoin de quelqu'un. Richard et Diana échangèrent un regard si bref que la plupart ne l'eussent pas remarqué. Nous resterons en contact, déclara Richard d'un ton laissant entendre qu'il ne se départirait pas de ses services. Le docteur lit à vos informations, ajouta Diana en la conduisant jusqu'à la porte. Michel aperçut Richard se diriger immédiatement à l'étage, vraisemblablement pour vérifier Marianne et s'assurer qu'elle n'avait rien dit d'inopportun. L'air nocturne semblait purificateur après l'oppression de la perfection qui régnait dans la maison Thornton. Michel se tint sur le trottoir, regardant en arrière la magnifique maison coloniale aux lumières chaudes et à l'extérieur impeccable. À l'intérieur de ses murs, une petite fille aux yeux tristes et marquée de ses marques sur les bras dormait, convaincue que personne ne pourrait l'aider. « Je reviendrai, Marianne », se murmura Michel en s'éloignant. « Je te le promets. » Elle ne pouvait pas savoir, à cet instant, comment cette promesse allait changer leur vie à toutes les deux pour toujours, ni le danger que représenterait de défier la façade parfaite de la famille Thornton. Mais en s'éloignant de la maison où le mal se cachait derrière la perfection, Michel Callaway prit une décision qui déclencherait des événements dont aucun d'eux ne pourrait revenir en arrière. Cette nuit-là, le sommeil lui échappa. À chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les bras fins de Marianne, marqués de ces cercles parfaits, trop régulièrement espacés pour être de simples accidents. La précision clinique de ces marques la hantait dans l'obscurité de son petit appartement. L'explication des Thornton sonnait encore plus creuse qu'elle ne l'avait été dans leur cuisine immaculée. La pluie tambourinait contre sa fenêtre alors qu'elle abandonnait finalement le sommeil pour se rendre à son bureau. En ouvrant son ordinateur portable, la lumière bleue éclaira son studio exigu, un contraste frappant avec la maison coloniale impeccable des Thornton, des manuels empilés sur chaque surface, des tasses à café oubliées sur des étagères, un futon servant à la fois de canapé et de lit. Peu de choses, mais c'était à elle, acquise grâce à des prêts étudiants et des petits boulots. Michel tapa, purpura thrombopénique idiopathique, dans la barre de recherche. La condition que Richard avait nommée avec tant d'assurance était réelle, un trouble dans lequel le système immunitaire détruit les plaquettes, entraînant des ecchymoses faciles. Cependant, en parcourant plusieurs sites médicaux, les descriptions ne correspondaient pas à ce qu'elle avait vu. L'ITP provoque des ecchymoses aléatoires et irrégulières à la suite d'un traumatisme mineur, et non des marques parfaitement circulaires disposées en motifs soignés. Les mensonges se défaisaient déjà. Son téléphone affichait 3h42 du matin. Lorsqu'elle se glissa finalement de nouveau au lit, l'esprit résolu, elle décida que demain elle parlerait au docteur Lee, son mentor,
ainsi qu'au lien avec les Thornton où le professeur devait absolument savoir ce qu'elle avait vu. Le matin se leva avec une lumière faible d'octobre filtrant à travers les stores que Michelle avait oublié de fermer. Elle s'habilla rapidement, choisissant une tenue professionnelle pour sa réunion avec le Dr Lee. Un pantalon en charbon, un pull bordeaux et sa seule paire de bottes correctes. Sa garde-robe était limitée, mais aujourd'hui, elle devait être prise au sérieux. Le département de psychologie de l'université Westfield occupait le 3e étage du Harrington Hall, un bâtiment néo-gothique aux fenêtres étroites et aux couloirs froids. Michelle arriva en avance pour son rendez-vous de conseil et attendit à l'extérieur du bureau du Dr Lee jusqu'au départ du précédent étudiant. Le docteur Marissa Lee leva les yeux de ses notes dès que Michelle entra, lui offrant un sourire chaleureux qui plissait légèrement les coins de ses yeux. À 53 ans, le Dr Lee était une figure respectée dans le domaine de la recherche sur les traumatismes infantiles, ses cheveux poivre et celles toujours parfaitement nouées en chignon, et son bureau, un encombrement confortable de livres, de plantes et de documents d'étudiants. Michelle, entrez. Comment se passe la revue de littérature? Michelle ferma la porte avant de s'asseoir, provoquant un léger haussement de sourcils de la part de son conseillère. Ce n'est pas au sujet de ma thèse, dit-elle d'une voix plus basse que d'ordinaire, dans le calme du bureau. C'est au sujet des Thornton. J'ai gardé leur fille la nuit dernière. Le sourire du docteur Lee s'effaça. Elle retira ses lunettes de lecture et les posa délibérément sur son bureau. Je vois. Comment cela s'est-il passé? Pas bien, dit Michelle en se penchant. Dr Lee, j'ai trouvé des marques sur les bras de Marianne, des ecchymoses circulaires à différents stades de guérison, disposées en motif. Lorsque je lui ai demandé, elle m'a donné une réponse toute faite, affirmant être tombée en cours de danse. Quand j'en ai parlé à ses parents, ils prétendent qu'elle souffre d'ITP, mais les marques ne correspondent pas du tout à cette condition. L'expression du docteur Lee resta soigneusement neutre. Les Thornton sont une famille éminente à Oakland. Richard jouit d'un grand respect dans la communauté médicale. Je sais qui ils sont, dit Michelle, incapable de masquer une pointe d'ironie dans sa voix, mais quelque chose ne va pas dans cette maison. Marianne sursaute au moindre mouvement brusque, elle vérifie 3 fois ses devoirs pour des erreurs qui n'existent pas, parle à voix basse et observe ses parents pour déceler le moindre indice avant de répondre à de simples questions. La professeure soupira, retirant une épingle échappée de son chignon et la repositionnant avec un soin délibéré. Que suggérez-vous exactement, Michelle? Je pense que le docteur Thornton expérimente sur sa fille. Ces mots restèrent en suspens, lourds d'accusations. J'ai vu dans son bureau des recherches sur les réponses à la douleur chez les enfants. Les marques sur les bras de Marianne ressemblaient à des sites d'examen médical. Le docteur Lee resta silencieux un long moment. C'est une affirmation extraordinaire. Marianne a-t-elle dit que son père lui faisait du mal? Pas directement, mais as-tu vu du matériel ou des dispositifs qui pourraient étayer ta théorie? Non, mais j'ai trouvé des revues médicales avec des passages surlignés concernant les réponses à la douleur chez les enfants et un tiroir verrouillé auquel je n'ai pas pu accéder. Et donc, tu fouillais leurs propriétés privées? Le ton du docteur Lee se raffermit. Je comprends ton inquiétude, ta sensibilité au bien-être des enfants fait de toi une psychologue prometteuse, mais fais attention à formuler des accusations sans preuve suffisante. La preuve est sur le corps de Marianne. Michelle insista, et il y a une explication médicale à cela, fournie par un médecin. Le docteur Lee leva la main alors que Michelle commençait à protester. Je ne rejette pas tes inquiétudes, mais souviens-toi de ce que nous avons abordé dans tes séminaires d'éthique au sujet du biais de confirmation. Tu as vu quelque chose d'inquiétant et ton esprit a créé un récit pour l'expliquer. Michelle sentit ses joues rougir. Ce n'est pas un biais de confirmation, je sais ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, ce sont des ecchymoses qui pourraient avoir plusieurs explications. Ce que tu suggères impliquerait qu'un médecin respecté fasse délibérément du mal à sa propre fille. Ce genre d'accusation exige des preuves extraordinaires. Dois-je donc faire comme si je n'avais rien vu de mal? Le docteur Lee secoua la tête. Non, mais tu dois agir avec prudence et éthique. Si tu crois sincèrement que Marianne est en danger, il existe des voies appropriées. As-tu envisagé de contacter les services de protection de l'enfance? Croirait-il à une enquête sur quelqu'un comme le docteur Thornton basée uniquement sur ma parole? Ils sont tenus d'enquêter sur tout signalement crédible. Le docteur Lee sortit un bloc-notes et écrivit « Voici le numéro du bureau régional de la protection de l'enfance. Si tu fais un signalement, sois précise sur ce que tu as observé, pas ce que tu soupçonnes. » Michelle prit le papier, se sentant à la fois validée et rejetée.
Merci. Michel, je ne dis pas que tu as tort, mais sache que formuler des accusations contre des familles comme les Thornton a des conséquences, tant pour elles que pour l'accusateur. Agis avec réflexion. L'avertissement était suffisamment clair. Dehors, le campus s'était animé, les étudiants se hâtant entre les cours. Michel trouva un banc tranquille sous un érable dont les feuilles d'un orange flamboyant contrastaient avec le ciel gris. Le numéro du CPS pesait lourdement dans sa poche. Son téléphone vibra avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Merci pour votre aide la nuit dernière. Marianne a mentionné que vous l'y aviez lu. Nous n'aurons plus besoin de vos services, mais nous tenions à vous exprimer notre gratitude. Diana Thornton. » Ce renvoi formel n'était pas surprenant, mais il compliquait la situation. Sans accès à Marianne, comment Michel pourrait-elle rassembler davantage de preuves? Elle fixa le message, le pouce hésitant au-dessus du clavier, puis tapa finalement. J'ai apprécié rencontrer Marianne, c'est une enfant remarquable. Merci de me prévenir si vous avez à nouveau besoin d'aide à l'avenir. Gardez la porte entrouverte, même légèrement. Le bureau régional du CPS était situé dans un bâtiment gouvernemental discret en centre-ville. Michel avait hésité à appeler d'abord, mais décida qu'une rencontre en personne aurait plus de poids. Elle s'inscrivit à la réception et attendit 43 minutes avant d'être conduite dans un petit bureau, où une femme à l'allure fatiguée se présenta sous le nom de Valérie Santos, coordinatrice des admissions. « Je comprends que vous avez des inquiétudes concernant le bien-être d'un enfant », dit mademoiselle Santos en ouvrant un nouveau dossier sur son ordinateur. Michel acquiesça, rassemblant ses pensées. « Oui, j'ai fait du babysitting pour une famille à Oak d'hier et j'ai observé des blessures préoccupantes sur leur fille de 8 ans. De quel genre de blessures s'agit-il ? Des ecchymoses circulaires sur ses bras et sur le haut de son dos, à différents stades de guérison. Elles étaient uniformes en taille et semblaient disposées en un motif. » Mademoiselle Santos tapa sans lever les yeux. « L'enfant a-t-elle expliqué ses blessures ? » Elle a dit qu'elle était tombée lors d'un cours de danse, mais l'explication ne correspond pas aux marques. Elles sont trop régulières, trop précises. Et les parents, ont-ils fourni une explication ? Michel hésita. Le père prétend qu'elle souffre d'un trouble sanguin appelé ITP qui provoque des ecchymoses faciles, mais j'ai fait des recherches et l'ITP provoque des ecchymoses aléatoires, non des marques parfaitement circulaires en motif. Mademoiselle Santos leva enfin les yeux. Le père est-il un professionnel de la santé ? Oui, le docteur Richard Thornton. Il est le chef de la gestion de la douleur à Oak Memorial. Un éclair de reconnaissance et d'hésitation traversa le visage de mademoiselle Santos. Et vous êtes babysitter ? Je suis étudiante diplômée en psychologie de l'enfant à Westfield. Je me spécialise dans la détection des traumatismes et des abus chez les enfants, mais je ne suis pas encore psychologue ou travailleur social agréé. Pas encore ? Mademoiselle Santos acquiesça tout en continuant de taper. Quelles autres préoccupations avez-vous observées, en dehors des ecchymoses ? La voix chuchotante, le perfectionnisme anxieux, les réponses répétées. Diriez-vous que ces comportements sont définitivement indicatifs de maltraitance ou pourraient-ils avoir d'autres explications ? Ils sont compatibles avec un enfant traumatisé, dit Michel avec précaution, en combinant cela aux marques physiques. Je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter sérieusement. Mademoiselle Santos termina de taper et regarda directement Michel. Nous ouvrirons une enquête basée sur votre signalement, un travailleur social effectuera une visite à domicile pour évaluer la situation. Je dois vous avertir que ces cas peuvent être complexes, surtout avec des familles disposant de ressources, c'est-à-dire que le docteur Thornton disposera probablement de documents attestant de l'état de sa fille, et que des familles comme la leur ont tendance à bien se présenter aux enquêteurs, dit-elle d'un ton factuel, ni cynique ni désolé. Nous ferons notre diligence, mais vous devez vous préparer à la possibilité que nous ne trouvions pas de preuves exploitables. Michel partit, se sentant à la fois soulagé et troublé. Le système réagissait, mais l'avertissement de mademoiselle Santos faisait écho à la mise en garde du docteur Lee. Les familles comme celle des Thornton savaient détourner le regard des enquêteurs. 3 jours passèrent sans nouvelles des services de protection de l'enfance, SPE. Michel se plongea dans ses cours, mais le visage de Marianne hantait ses pensées. Le jeudi après-midi, son téléphone sonna avec un numéro inconnu. Mademoiselle Callaway, ici Brenda Wilson des services de protection de l'enfance. J'ai effectué la visite à domicile auprès de la famille Thornton hier. Le cœur de Michel s'emballa. Oui, qu'avez-vous trouvé ? Je voulais vous tenir informé en tant que personne ayant signalé le cas.
La voix de mademoiselle Wilson était professionnelle, sans rien révéler de plus. Nous avons réalisé une évaluation approfondie, incluant un entretien privé avec Marie, et en examinant ses dossiers médicaux, le Dr Thornton a fourni une documentation exhaustive de son état, des dossiers hospitaliers, des consultations chez des spécialistes et des marques compatibles avec la condition médicale décrite. Selon notre médecin consultant, Marie semblait bien soignée, correctement nourrie et n'a exprimé aucune inquiétude durant son entretien. Michel ferma les yeux. Elle avait peur ? Mademoiselle Callaway, je comprends votre inquiétude, mais nous n'avons trouvé aucune preuve étayant des allégations de maltraitance ou de négligence. L'affaire sera classée comme non fondée, conclut mademoiselle Wilson. Après l'appel, Michel resta immobile sur son futon, le téléphone toujours serré dans sa main. Le système avait failli, exactement comme elle le redoutait, mais un détail dans le rapport de mademoiselle Wilson la taraudait, les dossiers hospitaliers. Si Marie avait vraiment ce trouble sanguin, il devrait y avoir un historique de traitement au-delà de la surveillance à domicile de Richard. Michel devait creuser plus profondément, mais elle avait besoin d'aide. Son ancienne colocataire, Tyler Chin, travaillait à Oaked Memorial. Elles étaient restées amies après que Michel eut emménagé seul, se retrouvant occasionnellement autour d'un café pour échanger leurs plaintes sur leurs programmes d'études supérieures respectifs. L'accès privilégié de Tyler pourrait fournir la vérification dont elle avait besoin. Elles se rencontrèrent dans un café éloigné du campus et de l'hôpital, un lieu miteux avec des meubles dépareillés et un excellent espresso. Tyler arriva en blouse, venant directement de son service. « Ça se doit d'être important », dit-il en s'asseyant en face de Michel. « Je n'ai pas dormi depuis 36 heures, j'ai besoin d'un service. »« Mademoiselle, » dit-elle en baissant la voix malgré le bruit de la machine à espresso, « il s'agit d'une patiente à Oaked Memorial. » L'expression de Tyler se ferma immédiatement. « Ouah, tu sais que je ne peux pas accéder au dossier des patients pour toi, c'est ultra légal. Je ne te demande pas d'y accéder. » Michel se hâta, « J'ai juste besoin de savoir si quelqu'un est vraiment patient là-bas. » Une fillette de 8 ans nommée Marie Thornton. Son père est le docteur Richard Thornton, le spécialiste de la gestion de la douleur. Tyler fronça les sourcils. « Pourquoi as-tu besoin de savoir cela ?» Michel hésita sur ce qu'elle devait révéler. « Je suis préoccupé par son bien-être. Son père prétend qu'elle est traitée pour un trouble sanguin, mais j'ai des raisons de croire que ce n'est pas vrai, et tu veux que je prenne le risque de perdre mon travail, voire d'aller en prison, pour le confirmer. » Tyler secoua la tête. « Je ne peux pas, Michel. Même vérifier si quelqu'un est patient sans raison clinique constitue une violation de la HIPAA. Je pense qu'elle subit des abus, Michel. » Michel se pencha vers lui. J'ai vu des marques sur son corps. Son père pourrait l'utiliser pour une sorte de recherche sur la douleur. J'ai signalé cela au SPE, mais ils ont classé l'affaire à cause de sa documentation médicale. J'ai juste besoin de savoir si cette documentation est légitime. L'expression de Tyler passa du refus à l'inquiétude. C'est horrible. Je sais que je te demande beaucoup, mais il s'agit d'un enfant qui pourrait souffrir. Il tapa du bout des doigts sur la table, un conflit intérieur se lisant sur son visage. Je ne peux pas accéder directement à ces dossiers, mais... Il baissa la voix. Il existe un moyen de vérifier si elle est dans le système sans ouvrir d'informations médicales concrètes. Ça me dirait simplement si elle est une patiente établie dans un quelconque service. Ce serait utile si, malgré les affirmations de son père, elle n'était pas inscrite en hématologie. C'est quand même risqué, avertit Tyler, et ce ne serait pas concluant, car elle pourrait consulter des spécialistes ailleurs. Je comprends, mais ce serait un début, répondit Michel. Tyler soupira. Je vais voir ce que je peux découvrir, mais fais attention, Michel. Si tu as raison au sujet de ce type et qu'il fait quelque chose à sa propre fille, ce n'est pas quelqu'un avec qui on veut s'embarquer. 2 jours plus tard, Michel reçut un texto de Tyler, aucun dossier d'une patiente portant ce nom en hématologie, seulement des visites pour des bilans annuels en pédiatrie, la dernière remontant à 10 mois. Cette conversation n'a jamais eu lieu. La confirmation fit frissonner Michel. Richard Thornton avait menti sur l'état médical de sa fille, fabriqué des documents suffisamment convaincants pour tromper les SPE, et était presque certainement responsable des marques sur le corps de Marie. Mais le prouver serait quasiment impossible sans avoir accès à la fillette. L'occasion se présenta de façon inattendue. La semaine suivante, alors qu'elle quittait la bibliothèque universitaire, elle aperçut une silhouette familière sur le terrain de jeu de l'école primaire en face de la rue. La récréation à Oaked Elementary battait son plein,
assise seule sous un arbre avec un livre, se trouvait Marie Thornton. Michel hésita brièvement avant de traverser la rue. Le terrain de jeu était public et visible depuis le trottoir. Elle s'approcha de la clôture à mailles, observant Marie tourner les pages avec la même précision minutieuse qu'elle appliquait à tout. « Bonjour, Marianne », appela doucement Michel. La tête de la fillette se redressa brusquement, les yeux s'écarquillant de reconnaissance, et ce fut un soulagement. Marie regarda nerveusement autour d'elle avant de s'approcher de la clôture. « Mademoiselle Michel », murmura-t-elle, « vous ne devriez pas être ici. »« Je passais simplement par là », répondit Michel avec un sourire. « Comment te sens-tu, Marie ?» Les doigts de Marie s'enroulèrent autour des maillons de la clôture. « Papa a dit que tu avais causé des problèmes. Des gens sont venus chez nous poser des questions. J'étais inquiète pour toi, ajouta-t-il. La fillette baissa les yeux. Ils ne t'ont pas cru. Papa leur a montré mes dossiers médicaux, dit-elle doucement. Michel répondit tendrement, je sais pour les marques sur tes bras. Je sais qu'elles ne proviennent pas d'un trouble sanguin. Je veux t'aider, mais j'ai besoin que tu me dises la vérité. La terreur traversa le visage de l'enfant. Tu ne comprends pas. Personne ne peut t'aider. Papa est trop important, maman est trop intelligente, ils gagnent toujours. Pas toujours, insista Michel. Si tu dis à quelqu'un ce qui se passe vraiment. Les yeux de Marie se remplirent de larmes. Je ne peux pas, il saura. Il sait toujours quand je parle à quelqu'un. Que te fait-il, Marianne ? Demanda Michel, le cœur brisé par la peur de la fillette. À quoi servent ces marques ? Michel réfléchit un long moment. Marie ne répondit pas immédiatement, si doucement que c'en était presque inaudible, elle murmura, il fait des tests, il teste pour voir combien ça fait mal, des choses différentes pour voir comment je réagis. Cette confession, prononcée à haute voix pour la première fois, sembla terrifier la fillette. Elle se recula de la clôture. Je dois y aller, s'il vous plaît, ne revenez pas, ils sauront. Marie, attends. Mais la fillette courait déjà vers un enseignant, laissant Michel seul devant la clôture avec la terrible confirmation de ses pires craintes. Ce soir-là, Michel s'assit dans le bureau du docteur Lee après les heures de travail, le poids de la révélation de Marie pesant sur sa poitrine comme une pierre. C'est confirmé, dit Michel d'une voix creuse, Richard Thornton expérimente sur sa propre fille, testant ses réponses à la douleur, et les SPE ont classé l'affaire en raison de dossiers médicaux falsifiés. Le visage du docteur Lee s'était considérablement assombri pendant que Michel racontait sa conversation avec Marie. Si ce que tu dis est vrai, c'est monstrueux. C'est vrai, Marie m'a raconté elle-même. As-tu enregistré la conversation ? Demanda le docteur Lee. Michel secoua la tête. Cela s'est passé si vite que je n'ai même pas su que je la reverrais. C'est donc toujours ton témoignage contre le leur, dit-il doucement, et le fait de l'avoir approché à l'école pourrait être interprété comme un contact inapproprié. Que pouvais-je faire, laisser faire ? Non, affirma d'un ton ferme le docteur Lee, mais nous devons être stratégiques. Si Richard Thornton fait ce que tu décris, il n'abuse pas seulement de sa fille, il viole toutes les normes éthiques en médecine et en recherche, ce qui rend cette affaire plus grave qu'un simple cas des SPE. Que suggérez-vous ? Nous avons besoin de preuves plus substantielles et d'une approche différente, commença à écrire le docteur Lee, cette fois une liste de noms. Ce sont des contacts au département d'état des enfants et des familles, au-delà du niveau local des SPE, ajouta-t-il, et voici un autre nom, un journaliste d'investigation du Boston Globe spécialisé dans les affaires d'éthique médicale. Michel fixa la liste. Tu me crois ? Je te crois, clarifia le docteur Lee. Et je crois qu'aucune accusation aussi grave ne devrait être écartée sans une enquête approfondie, quel que soit le profil des personnes impliquées. Il tendit la liste à Michel. Mais Michel, si tu poursuis cela, tu dois comprendre les risques. Les Thornton ne sont pas seulement riches, ils sont connectés. Diana Thornton a représenté la moitié du conseil d'administration de l'hôpital dans divers dossiers juridiques, et Richard obtient des millions en subventions de recherche. Je m'en fiche, dit Michel. Ils font du mal à un enfant, alors prépare-toi à ce qu'ils ripostent. Ton statut académique, ta réputation, voire ta future carrière, tout pourrait être ciblé. Michel pensa au bras fin de Marie, marqué de parfaites ecchymoses circulaires, et murmura, confirmant ses pires craintes, aucun enfant ne devrait endurer cela. Certaines choses comptent plus que l'avancement de carrière. Le professeur docteur Lee sourit tristement. Oui, c'est vrai. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Il est tard. Prends la liste, réfléchis à tes prochaines démarches. Quoi que tu décides, documente tout, date, heure, exactement ce qui a été dit.
Les preuves seront ta seule protection. Michel était à mi-chemin de la porte lorsque le docteur l'y ajouta, et Michel, fais attention. Ne sous-estime pas ce que des personnes comme les Thornton pourraient faire lorsqu'elles se sentent menacées. L'avertissement accompagna Michel chez elle, à travers des rues qui s'assombrissaient. Dans son appartement, elle se surprit à vérifier 2 fois les serrures et à fermer complètement les rideaux. Était-elle paranoïaque ou simplement prudente? Elle ouvrit son ordinateur portable pour consigner sa conversation avec Marie, et tant que le souvenir était encore frais, l'écran s'illumina pour afficher un courriel non lu du Bureau des études supérieures. Chère mademoiselle Callaway, ce bureau a reçu un rapport préoccupant concernant votre conduite. Il est allégué que vous avez eu des contacts inappropriés avec une enfant mineure, en violation des protocoles éthiques de l'université et possiblement de la loi d'État. Conformément à la politique de l'université, toutes les activités de terrain et de recherche de votre programme sont suspendues en attendant une enquête. Veuillez vous présenter au bureau d'intégrité académique demain à 9 h pour discuter de cette affaire. Cordialement, Dr William Marshall, doyen des études supérieures. Michel fixa l'écran, incrédule. Les Thornton avaient déjà entamé leur contre-attaque, agissant avec une rapidité stupéfiante pour la discréditer. D'une manière ou d'une autre, ils avaient appris son contact avec Marie. À l'école, la fillette avait été forcée de leur dire quelque chose ou quelqu'un la surveillait. Cette pensée lui envoya un nouveau frisson. Son téléphone sonna, affichant le numéro du docteur Lee. « Michel, » dit son conseillère sans préambule, « je viens de recevoir un appel du doyen. Les Thornton ont déposé une plainte formelle contre vous. » « Je sais, j'ai reçu le courriel. Ça évolue plus vite que prévu. Ils prétendent que vous avez harcelé leur fille à l'école et tenté de la manipuler pour obtenir de fausses déclarations, » expliqua le docteur Lee d'un ton pressant. Le rire de Michel était amer. « Ça n'a pas pris longtemps. Écoutez-moi, » dit le docteur Lee d'une voix urgente, « quand vous vous présenterez devant le comité d'intégrité académique demain, tenez-vous en au fait. Ne spéculiez pas sur les motivations et ne faites pas d'accusations que vous ne pouvez prouver. Les Thornton essaient de vous discréditer avant que vous ne puissiez les nuire. Qu'en est-il de Marie? Pendant que nous traitons la politique universitaire, elle est toujours dans cette maison. Une bataille à la fois, conseilla le docteur Lee. Si votre crédibilité est détruite, vous ne pourrez pas l'aider du tout. Après l'appel, Michel resta assise dans l'obscurité croissante de son appartement, le poids de ce qu'elle avait déclenché pesant lourdement sur elle. Les Thornton disposaient de ressources, de connexions et de leur réputation impeccable. Ses propres observations ne semblaient pas suffisantes pour sauver Marie. Un léger coup frappé à la porte la tira de ses pensées. Michel s'approcha prudemment et regarda à travers le judas. Tyler se tenait là, nerveux dans le couloir. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle après avoir ouvert la porte. Il se glissa derrière elle dans l'appartement, vérifiant si elle allait bien et lui tendit une clé USB. « J'ai fait quelque chose de vraiment stupide pour toi. Si quelqu'un découvre cela, je serai licencié et probablement poursuivi, » dit-il. Michel fixa le petit appareil. « Qu'est-ce que c'est ? » Je n'ai pas pu accéder directement au dossier de Marie, mais j'ai pu accéder à la base de données de recherche de son père, expliqua Tyler en passant une main dans ses cheveux déjà en désordre. Michel, c'est grave, vraiment grave. Il documente ses séances avec elle, en enregistrant ses réponses à la douleur face à divers stimuli. Tout est codé et anonymisé dans le système hospitalier, mais il a tenu un registre séparé qui fait des références croisées. C'est comme ça que je l'ai découvert, dit-il. La main de Michel se referma autour de la clé USB. Cela prouve ce qu'il fait. Cela prouve qu'il mène une sorte de recherche non autorisée. Les notes font référence à un sujet A, sans jamais nommer directement Marie, bien que la chronologie corresponde à ce que tu as décrit. Le visage de Tyler pâlit. Il y a des photographies, Michel, montrant les marques et les méthodes utilisées pour les créer. C'est une torture systématique déguisée en science. Merci, murmura Michel. Le poids de la clé USB devint soudainement immense. Cela pourrait te sauver, mais cela pourrait aussi te mettre en danger, prévint Tyler. Ces gens ont des ressources, s'ils font cela à leur propre enfant, qu'est-ce qu'ils feront pour se protéger de toute exposition? La question resta en suspens alors que Tyler partait. Michel connecta la clé USB à son ordinateur portable, les mains tremblantes. Le contenu était exactement comme il l'avait décrit. Une documentation clinique détaillée des tests de réponse à la douleur sur le sujet A, accompagnée de photographies qui la rendaient physiquement malade. Richard Thornton avait créé un programme de recherche parallèle, en dehors de la supervision hospitalière,
utilisant sa propre fille comme cobaye. Les notes révélaient une approche froidement scientifique pour infliger une douleur précisément contrôlée, mesurer les réponses physiologiques et documenter les temps de récupération. L'implication de Diana était moins directe mais toujours évidente, un langage juridique dans les formulaires de consentement, soigneusement rédigé pour paraître légitime tout en signifiant en réalité rien. C'était une preuve dépassant tout ce que Michel avait espéré trouver, mais c'était aussi dangereux pour la carrière de Tyler s'il pouvait être retracé jusqu'à lui et potentiellement pour la sécurité de Michel si les Thornton découvraient qu'elle la détenait. Elle copia les fichiers dans une section cryptée de son espace de stockage dans le cloud, puis sur une seconde clé USB qu'elle cacha dans un manuel évidé. L'original, elle le remettrait directement au docteur Lee demain, après sa réunion avec le comité d'intégrité académique. Cette nuit-là, le sommeil vint par à-coups, interrompu par des cauchemars de bras meurtris de Marie tendus à travers des clôtures, suppliant de l'aide qui ne vint jamais. Le matin apporta une bruine grise assortie à l'humeur de Michel. En s'habillant pour sa réunion, elle opta pour une jupe sobre couleur charbon, un chemisier ivoire et des talons bas, l'uniforme de quelqu'un injustement accusé mais confiant en son intégrité. Le bâtiment administratif principal était calme à 8h45. Michel prit place à l'extérieur du bureau d'intégrité académique, la clé USB bien rangée dans son sac. Quoi qu'aient dit les Thornton à l'université, les preuves sur cette clé indiqueraient clairement sa culpabilité. À 9h précises, la porte s'ouvrit pour révéler le docteur Marshall, un homme mince aux lèvres constamment pincées. « Mademoiselle Callaway, entrez dans le bureau », dit-il. À l'intérieur, une petite table de conférence était entourée de 3 autres membres du corps professoral, formant le comité d'intégrité académique. Michel reconnut le docteur Abernathy du département de psychologie, le docteur Raman d'éthique, de façon inattendue, Diana Thornton. Michel s'arrêta net. « Que fait-elle ici ?» Le docteur Marshall fronça les sourcils. « Madame Thornton est ici en tant que plaignante. Elle a tout à fait le droit de participer à cette audition. » Diana était assise, parfaitement composée, dans un tailleur bleu marine qui devait coûter plus cher que les frais de scolarité de Michel. Son sourire était glacial. « Mademoiselle Callaway, merci d'être venue. » La mise en scène était désormais claire, il ne s'agissait pas d'une enquête impartiale, mais d'un piège. Les Thornton avaient des connexions, même au niveau universitaire. « Asseyez-vous », ordonna le docteur Marshall. Michel prit la seule chaise restante, directement en face de Diana. « J'aimerais déclarer pour le procès-verbal que je m'oppose à la présence de Madame Thornton, car il existe un conflit d'intérêts évident, » déclara le docteur Marshall d'un ton désinvolte. « Maintenant, nous sommes ici pour examiner des allégations très graves concernant votre comportement. Madame Thornton a fourni une déclaration sous serment indiquant que vous avez approché sa fille à l'école sans autorisation, tenté de contraindre l'enfant à faire de fausses déclarations sur ses parents et adopter un comportement obsessionnel à l'égard de la famille. » « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » protesta Michel, luttant pour garder sa voix stable. « Nous disposons d'un témoignage d'un surveillant de cours qui vous a vu parler à Marie à travers la clôture, » ajouta le docteur Raman. « L'école dispose également de vidéosurveillance. J'ai parlé à Marie. » Michel acquiesça. « Parce que je suis préoccupé pour son bien-être. J'ai observé des signes de maltraitance en gardant l'enfant pour la famille. » Diana répliqua froidement. « Ma fille souffre d'une affection médicale bien documentée, dont vous êtes parfaitement informé. Vous utilisez vos connaissances limitées en psychologie pour construire un récit mensonger. J'ai vu les marques sur Marie. Elles ne sont pas compatibles avec une purpura thrombopénique idiopathique ou tout autre trouble sanguin. Ce sont des blessures infligées délibérément, » répliqua Michel. « C'est précisément le genre d'accusation imprudente dont nous devons nous méfier. » Diana déclara calmement. Mademoiselle Callaway abuse de sa position d'étudiante en cycle supérieur pour donner du crédit à des accusations diffamatoires. Le docteur Abernathy fronça les sourcils. Mademoiselle Callaway, avez-vous déposé un rapport auprès des services de protection de l'enfance concernant vos inquiétudes? Oui, répondit Michel, et quel a été le résultat de cette enquête? Michel hésita. Ils ont classé l'affaire, mais ils n'ont trouvé aucune preuve de maltraitance. Diana intervint. Parce qu'il n'y en a aucune. Mon mari et moi avons coopéré pleinement, fourni tous les dossiers médicaux et permis un entretien privé avec notre fille. L'affaire a été jugée non fondée parce que vous avez falsifié des dossiers médicaux, dit Michel, incapable de se contenir. Marie n'est pas traitée pour un trouble sanguin à Oakland Memorial ou ailleurs. J'en ai confirmation, répliqua Michel.
Diana haussa un sourcil parfaitement soigné. Suggérez-vous que vous avez accédé illégalement aux dossiers médicaux de ma fille? Le piège se referma, et Michel comprit trop tard son erreur. Non, objecta-t-elle, car cela constituerait un délit fédéral. Diana poursuivit avec la précision d'une avocate, tout comme contraindre quelqu'un d'autre à accéder à ces dossiers en votre nom. Michel sentit un froid glacial. Il savait pour Tyler, d'une manière ou d'une autre. Il savait, balbutia-t-elle. Le docteur Marshall toussa légèrement. Mademoiselle Callaway, ce sont des questions très graves. Si vous avez violé les lois sur la confidentialité des patients en plus des directives éthiques concernant le contact avec des mineurs, j'ai des preuves, interrompit-il. Michel se précipita vers son sac. Des preuves réelles de ce que le docteur Thornton fait à Marie? Des dossiers de recherche documentant des abus déguisés en tests médicaux? L'expression impassible de Diana vacilla un instant, révélant quelque chose de dangereux sous les documents que vous prétendez posséder. Ces documents seraient considérés comme des biens volés obtenus illégalement. Ils seraient irrecevables devant tout tribunal et ne feraient que démontrer votre volonté de violer la loi et les normes éthiques, déclara Diana. Ce n'est pas un tribunal, Madame Thornton, dit Michel en retirant la clé USB, il s'agit de la sécurité d'un enfant. Avant qu'elle ne puisse la remettre au docteur Marshall, la porte s'ouvrit. Un agent de sécurité universitaire entra, suivi d'un détective de police en civil. Le cœur de Michel se serra. « Michel Callaway, » dit le détective, bien que ce ne fût clairement pas une question, « je suis le détective Sawyer de la police d'Oct. J'ai besoin que vous veniez avec moi pour des interrogatoires concernant des allégations de harcèlement et de possibles infractions informatiques. » La pièce vacilla légèrement. « Suis-je en état d'arrestation » demanda-t-elle. « Pas pour le moment, mais nous devons vous parler immédiatement, » répondit-il. Michel regarda tour à tour le détective et Diana Thornton, dont le sourire était revenu, triomphant et terrifiant. Les Thornton avaient anticipé chacun de ses mouvements, la neutralisant avant qu'elle ne puisse les exposer. Le docteur Marshall intervint. « Michel, dit-il en serrant la clé USB, j'aimerais soumettre ceci en preuve avant mon départ. » Le doyen hésita, l'air mal à l'aise. « Je ne pense pas que cela soit approprié dans ces circonstances. Cette audition est suspendue en attendant la résolution de l'enquête criminelle. » Diana se leva, ramassant son sac à main de créateur. « Merci à tous pour votre temps. La réactivité de l'université à cette affaire est appréciée, » dit-elle en se tournant vers Michel. « Mademoiselle Callaway, j'espère sincèrement que vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin. » Le détective conduisit Michel hors du bâtiment par une sortie latérale, évitant la cour principale où des étudiants auraient pu assister au spectacle. En approchant de sa voiture banalisée, Michel vit le docteur Lee se précipiter sur la pelouse, le visage crispé d'inquiétude. « Michel, que se passe-t-il » appela-t-elle. « Michel, » dit-elle, le soulagement la submergeant, la clé USB. Le détective ouvrit la portière de la voiture. « Madame, veuillez reculer. Mademoiselle Callaway m'accompagne pour interrogatoire, ordonna-t-il. Le docteur Lee s'avança néanmoins, ignorant l'avertissement du détective. « Michel, ne dis rien sans avocat. Je contacterai l'aide juridique, dit-elle en baissant la voix. Quelle clé USB dans mon sac, murmura Michel alors que le détective se dirigeait pour intercepter le docteur Lee. Un éclair de compréhension traversa les yeux du docteur Lee, et elle acquiesça presque imperceptiblement avant que le détective ne se place entre eux. Ça suffit, dit fermement le détective. Docteur Lee, je respecte votre position, mais interférer avec une enquête policière pourrait avoir des conséquences. Je fais simplement part des droits de mon étudiante, répondit-il d'un ton professionnel mais inflexible. Michel, souviens-toi de ce que j'ai dit, ne dis rien jusqu'à ce que ton avocat soit présent, conseilla-t-il alors que le détective guidait Michel vers la banquette arrière. Elle aperçut une dernière fois le docteur Lee, debout sous la pluie, déjà en train de sortir son téléphone. Quoi qu'il arrive ensuite, Michel ne l'affrontera pas seul. Le poste de police d'Oct était un bâtiment moderne de verre et de briques, conçu pour inspirer transparence et accessibilité, mais l'intérieur était bien moins accueillant, lumière fluorescente, chaises en plastique rigide et cette impression distincte que la balance de la justice n'était pas équitable pour tous. Le détective Sawyer conduisit Michel dans une salle d'interrogatoire et la laissa là pendant 43 minutes, une tactique qu'elle reconnut de son cours de criminologie destinée à créer de l'anxiété, favoriser l'impatience et encourager des déclarations impulsives dès le début de l'interrogatoire. Lorsqu'il revint, il apporta du café qu'elle n'avait pas demandé, arborant une attitude de décontraction forcée qui ne masquait pas la dureté dans ses yeux.
Alors, mademoiselle Callaway, commença-t-il après que les préliminaires eurent été enregistrés, pourquoi ne me parlez-vous pas de votre intérêt pour la famille Thornton? Michelle le regarda droit dans les yeux. J'attendrai d'avoir un avocat avant de répondre à vos questions, déclara-t-elle. Le détective acquiesça, comme s'il s'y attendait. C'est votre droit, mais sachez que nous disposons de témoignages, de séquences de vidéosurveillance, de mets et d'un schéma de comportements inquiétants. Il ouvrit un dossier et en sortit des photographies de Michelle devant l'école Marian, des captures d'écran de ses messages à Diana et ce qui semblait être des relevés téléphoniques. Vous avez formulé de graves accusations contre le docteur Thornton, continua-t-il, des accusations qui ont été examinées et jugées sans fondement, et pourtant vous persistez. Contactez leur fille à l'école, tentez d'accéder à des dossiers médicaux privés et maintenant formulez de nouvelles accusations impliquant une sorte de manquement en recherche. Michelle resta silencieuse, le cœur battant la chamade. Voici ce que je pense s'est passé, dit Sawyer en s'appuyant en arrière. Vous étudiez la psychologie de l'enfant. Vous voyez une enfant réservée et silencieuse et votre formation vous dit qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Vous observez des ecchymoses que les parents ont qualifiées des « normales » et que les SPE ont validées comme médicales, mais qui correspondent à votre récit. Alors, lorsque les canaux officiels ne confirment pas vos soupçons, vous prenez les choses en main. Il fit une pause pour l'observer. Ce n'est pas nécessairement criminel, c'est imprudent, potentiellement préjudiciable pour votre carrière académique, mais pas criminel. Ce qui franchit la ligne, c'est de rechercher un mineur sans le consentement des parents et potentiellement d'impliquer d'autres personnes dans l'accès non autorisé à des informations médicales protégées. La porte s'ouvrit, laissant entrer une femme d'une cinquantaine d'années, l'air harassé, portant une mallette en cuir abîmé. Je suis Patricia Winters du service d'aide juridique universitaire. Je représenterai mademoiselle Callaway. Aucun interrogatoire supplémentaire ne sera mené tant que je n'aurai pas consulté ma cliente, déclara-t-elle. Le détective Sawyer montrait clairement son mécontentement, mais il acquiesça et les laissa seuls. Le docteur Lee déclara, « Elle m'a appelé. » Mademoiselle Winters s'expliqua en posant sa mallette sur la table. Cette affaire concerne des allégations contre la famille Thornton. Michelle hocha la tête, baissant la voix. J'ai découvert des preuves que le docteur Richard Thornton mène des expériences non autorisées sur la réponse à la douleur de sa fille de 8 ans, Marie, et quand j'ai signalé mes inquiétudes, les Thornton ont utilisé leur connexion pour me discréditer et faire cesser l'enquête. L'expression de mademoiselle Winters resta neutre, mais ses yeux se firent perçants. C'est une affirmation extraordinaire. Quelles preuves avez-vous? Des dossiers de recherche copiés depuis la base de données du docteur Thornton à l'hôpital. Ils documentent des tests de réponse à la douleur sur un sujet dont les blessures correspondent à celles que j'ai observées chez Marie, répondit Michelle avec hésitation. Ces fichiers ont été obtenus par quelqu'un ayant accès au système hospitalier. Ils sont sur une clé USB dans mon sac, que la police détient maintenant. Je vois, dit mademoiselle Winters, mais cela pose quelques complications. Des preuves obtenues illégalement sont problématiques tant pour votre défense que pour toute procédure contre les Thornton, ce qui fait que Marie en pâtit pendant que nous nous préoccupons de leur admissibilité. Michelle ne put dissimuler sa frustration. Non, dit fermement mademoiselle Winters, nous nous concentrerons d'abord sur votre situation juridique immédiate, puis nous traiterons vos inquiétudes concernant l'enfant par les voies officielles, une bataille à la fois. Mademoiselle Callaway, ajouta le docteur Lee, comme je l'ai déjà dit, n'allez pas plus loin. Michelle se demanda combien de batailles Marie pourrait supporter pendant que les adultes agissaient prudemment par les canaux officiels. Mademoiselle Winters examina la situation méthodiquement. La police n'a pas encore arrêté Michelle, mais elle enquête sur des allégations de harcèlement et des crimes informatiques à la suite de la plainte des Thornton. L'université a suspendu l'audition d'intégrité académique en attendant l'enquête criminelle, ce qui met effectivement votre situation académique en suspens pour le moment. Nous nous concentrons sur l'empêchement de toute inculpation, conclut-elle. Cela signifie qu'il n'y aura plus aucun contact avec les Thornton ou leur fille, aucune discussion de cette affaire avec qui que ce soit, sauf moi ou le docteur Lee, et absolument aucune tentative de recueillir d'autres preuves, ajouta-t-elle. Lorsque le détective Sawyer revint, mademoiselle Winters prit le contrôle de l'interrogatoire. Elle clarifia que Michelle n'avait jamais accédé personnellement aux dossiers médicaux de Marie, qu'elle n'avait parlé à l'enfant qu'une seule fois à travers une clôture publique, et qu'elle avait déposé son rapport auprès des SPE par les canaux appropriés, en tant que citoyenne concernée et rapporteuse obligatoire en formation.
Ma cliente a agi de bonne foi sur la base de ses observations et de sa formation, déclara-t-elle. Toute allégation de harcèlement ou de comportement obsessionnel est dénuée de fondement, ajouta-t-elle. Qu'en est-il de la clé USB en votre possession, répliqua Sawyer. Madame Thornton suggéra qu'elle pourrait contenir des informations obtenues illégalement. Ma cliente n'a aucune connaissance d'une activité illégale. Si vous avez des preuves spécifiques, portez des charges contre elle, sinon, nous en avons fini ici, conclut-elle. Le détective Sawyer serra la mâchoire, mais il n'avait rien de concret. Après 2 heures supplémentaires d'interrogatoire circulaire, mademoiselle Winters se leva. À moins que vous n'ayez l'intention d'arrêter ma cliente, nous partons, dit-elle. Ils quittèrent le poste de police sous un soleil de fin d'après-midi qui semblait se moquer d'eux par sa gaieté. Mademoiselle Winters remit sa carte à Michel. Ils examineront probablement la clé USB. Si elle contient ce que vous affirmez, la situation deviendra plus complexe. Les informations pourraient aider Marie, mais pourraient également impliquer votre amie qui les a obtenues. Soyez prête à cette éventualité, conclut-elle. Michel hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité s'alourdir sur ses épaules. Et maintenant ? Vous rentrez chez vous, vous assistez à vos cours, et vous ne faites rien concernant les Thornton, conclut mademoiselle Winters d'un ton adouci. Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre, mais se précipiter ne fera qu'empirer les choses, dit le docteur Lee, qui attendait dans son bureau lorsque Michel arriva, le visage empreint d'inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé ? Demanda Michel, s'effondrant dans un fauteuil, épuisé. On t'enquête pour harcèlement et d'éventuels crimes informatiques. Ils détiennent la clé USB. Mademoiselle Winters pense qu'ils ne porteront pas de charge pour l'instant, dit-elle en secouant la tête. Pendant ce temps, Marie est toujours dans cette maison. Le docteur Lee ferma sa porte et baissa la voix. Pas pour longtemps. J'ai passé quelques coups de fil. La journaliste dont je t'ai parlé est très intéressée ou vraiment intéressée, et elle a des contacts au département d'état des enfants et des familles qui peuvent outrepasser la décision locale des SPE. Mais sans la clé USB, j'en ai fait des copies, intervint-elle avec une pointe de suffisance. Quand on t'a emmené, ton sac était toujours là. J'ai fait des copies avant que la sécurité ne confisque tes affaires comme preuve, expliqua-t-elle. Michel regarda son conseillère, incrédule. Tu pourrais perdre ton emploi, être poursuivi. Certaines choses comptent plus que l'avancement de carrière, reprit le docteur Lee, reprenant les mots de Michel. J'enseigne la psychologie infantile depuis 27 ans. J'ai vu le système échouer pour trop d'enfants. Je ne pouvais pas laisser cela se reproduire, pas quand je pouvais agir, murmura Michel. Merci, chuchota-t-elle, ne me remercie pas encore. Les Thornton riposteront encore plus durement quand cela s'intensifiera, et ça va s'intensifier, affirma le docteur Lee d'un ton sombre. La journaliste Vivian Marsh veut te rencontrer ce soir, hors du campus, dans un endroit privé. Ils se sont arrangés pour se rencontrer chez le docteur Lee, dans une modeste maison de Cape Cod située dans un quartier tranquille, loin de Oakes Affluent Street. Michelle est arrivée la première, suivie 20 minutes plus tard par une femme dans la quarantaine, aux yeux perçants, qui s'est présentée sous le nom de Vivian Marsh du Boston Globe. Le docteur Lee a partagé les éléments de base, dit Vivian une fois les préliminaires terminés, et j'ai examiné les dossiers qu'elle a fournis. J'ai besoin d'entendre tout de vous, du début à la fin. Michel raconta toute l'histoire, le boulot de babysitting, les marques troublantes, la confrontation avec les Thornton, le rejet du CPS, sa conversation avec Mary-Ann à l'école et l'implication de l'université. Vivien prit des notes méticuleuses, interrompant de temps en temps par des questions précises. Son attention se concentra lorsque Michel décrivit le contenu de la clé USB. Ces dossiers sont explosifs, confirma-t-elle, documentation de tests systématiques utilisant divers stimuli douloureux sur une enfant sujet, traquant les réponses physiologiques, les temps de récupération, le développement de la tolérance, c'est essentiellement de la torture déguisée en recherche. Mais il n'y a pas d'identification directe de Mary-Ann. Michel fit remarquer, tout est soumis, les dates correspondent à vos observations de ces blessures et il y a des photographies des sites de tests qui correspondent à la description des marques que vous avez vues. Vivien tapa sur son carnet. C'est suffisant pour justifier une enquête majeure, surtout compte tenu de la position du docteur Thornton. Alors, vous écrirez l'histoire. L'expression de Vivien devint prudente. Ce n'est pas si simple. Les Thornton vont poursuivre en diffamation dès que cela sera publié. Le Globe ne le fera pas sans corroboration. Au-delà de ces dossiers, obtenus illégalement, l'espoir de Michel s'est évanoui. Pas tout à fait, dit Vivien en se penchant en avant.
J'ai des contacts au niveau de l'État qui peuvent initier une enquête de niveau supérieur basée sur ces informations. Ils peuvent obtenir des mandats que le CPS local n'a pas pu ou voulu poursuivre. Et si nous pouvons obtenir le témoignage de Marie-End? Elle est terrifiée, dit Michel, et elle est constamment surveillée. Comment pourrions-nous même la joindre? Laissez cela aux professionnels, conseilla Vivien, mais préparez-vous à ce que les choses empirent avant de s'améliorer. Une fois que les Thornton se rendront compte qu'une enquête d'État arrive, ils intensifieront leurs efforts pour vous discréditer. Cette prédiction s'avéra sinistrement exacte. Le lendemain matin, le chef de département de Michel l'informa qu'elle était suspendue du programme de 3e cycle en attendant l'issue des enquêtes. Dans l'après-midi, elle découvrit que son accès au bâtiment et au système de l'université avait été révoqué. Ce soir-là, elle rentra à son appartement pour y trouver un avis d'expulsion où la direction de l'immeuble avait reçu des rapports crédibles d'activités illégales provenant d'une source anonyme. Les Thornton démantèlent méthodiquement sa vie. Le docteur Lee restait sa seule alliée à l'université, maintenant le contact malgré des avertissements implicites de l'administration de se distancer de la controverse. Tyler s'était tu, vraisemblablement par crainte pour son propre emploi et sa liberté. 3 jours après sa rencontre avec Vivien, Michel se réveilla au son de coups violents à sa porte. À 6h15, 2 agents en uniforme se tenaient dans le couloir. « Michel Callaway, nous avons un mandat d'arrêt pour vous. » Les accusations étaient plus graves qu'elle ne l'avait imaginé. Harcèlement criminel, traque d'un mineur, conspiration pour violer les lois sur la confidentialité médicale et tentative de coercition d'un enfant. La caution fut fixée délibérément haute, 150 000 $, bien au-delà de ce qu'un étudiant de 3e cycle pouvait espérer payer. Monsieur Winters apparut lors de l'audience d'instruction, l'air sombre. Les Thornton font pression. Diana consulte personnellement le bureau du procureur de district. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ce n'est pas un conflit d'intérêts? Elle ne représente pas officiellement le procureur, elle offre juste son expertise. Le dégoût de Monsieur Winters était évident. Le juge qui a fixé votre caution joue au golf avec Richard Thornton. Bienvenue dans la justice de petite ville. Michel passa 2 nuits dans le centre de détention du comté avant que le docteur Lee n'arrange d'une façon ou d'une autre sa libération sous caution. De retour dans son appartement de plus en plus dépouillé, elle avait commencé à faire ses bagages en prévision de l'expulsion où Michel trouva son conseillère en train d'attendre, accompagnée de Vivien Marsh. Les choses avancent, dit Vivien, sans préambule. Le département d'État des enfants et des familles a ouvert une enquête basée sur les preuves que j'ai fournies. Ils ont obtenu des mandats pour tous les matériaux de recherche du Dr Thornton et pour l'historique médical complet de Marie-End. Les Thornton auront tout nettoyé d'ici là, dit Michel, la désespoir perçant dans sa voix. Peut-être, mais Richard n'est pas le seul à avoir tenu des registres. Le sourire de Vivien se contracta. J'ai trouvé son assistant de recherche, un post-doctorant, qui documente ses préoccupations au sujet du projet depuis des mois. Il ne savait pas que la sujet était Marie-End, mais il soupçonnait que la recherche était contraire à l'éthique. Il a accepté de témoigner. C'était la première lueur d'espoir en des jours. Et Marie-End? Est-elle en sécurité? Le docteur Lee et Vivien échangèrent un regard. C'est là que ça se complique, dit prudemment le docteur Lee. Les Thornton semblent se préparer à quitter la ville. Ils ont retiré Marie-End de l'école sous prétexte d'une urgence familiale, et Richard a demandé un congé prolongé à l'hôpital où il travaille. Michel se sentit envahi par l'horreur. Ils vont la prendre et la faire disparaître. La police d'État les surveille, assura Vivien. Ils ne peuvent pas agir contre les Thornton sans preuves supplémentaires, mais ils ne les laisseront pas disparaître avec Marie-End non plus. La machine de la justice avançait lentement tandis que les Thornton se déplaçaient avec une habileté toute calculée. Au cours des jours suivants, Michel regarda, impuissante, son dossier criminel progresser tandis que l'enquête sur la protection de l'enfance faisait face à obstacle après obstacle. L'avocat des Thornton contesta les mandats. Leurs connexions politiques retardèrent mystérieusement les documents. Et l'expertise juridique de Diana permit de trouver des failles à chaque tournant. Une semaine après l'arrestation de Michel, le docteur Lee arriva à son appartement avec une nouvelle qui fit glacer son sang. Les Thornton avaient déposé une demande d'ordonnance de relocalisation d'urgence pour Marie-End, invoquant le harcèlement et les menaces. Elle fut accordée ce matin par le juge Harmon, le même juge qui avait fixé ma caution, observa amèrement Michel. Oui, ils sont légalement autorisés à quitter l'État avec elle. Maintenant, ils prétendent que c'est pour son bien-être psychologique,
pour échapper au traumatisme des enquêtes. Michel arpentait son salon à moitié emballé. Cela ne peut pas être en train d'arriver. Le système est censé protéger les enfants. Le système est fait d'humains, dit doucement le docteur Lee. Des gens avec des préjugés, des angles morts et des vulnérabilités à l'influence. Les Thornton ont passé des années à cultiver la façade parfaite et le réseau parfait de protecteurs, si bien que Mary-Ann disparaît avec eux et devient une autre statistique. La fureur et l'impuissance se mêlaient en Michel. Il doit bien y avoir quelque chose que nous puissions faire. Le docteur Lee hésita, puis retira une enveloppe de son sac. Ceci est arrivé dans mon bureau aujourd'hui. Sans adresse de retour. À l'intérieur, il n'y avait qu'une feuille de papier, avec une adresse à Cap Cod et une date pour demain. L'écriture était enfantine mais soignée. C'est de Mary-Ann, murmura Michel. Ça ne peut l'être, mais comment a-t-elle pu envoyer cela? On la surveille à chacun de ses mouvements. Je ne sais pas, mais si les Thornton prévoient de partir avec elle demain. Le sous-entendu planait dans l'air. Cela pourrait être la dernière chance d'aider Mary-Ann avant qu'elle ne disparaisse pour entamer une nouvelle vie, avec de nouveaux médecins, de nouvelles écoles et le même abus caché. Je ne peux pas y aller, dit Michel, la réalité la frappant de plein fouet. Je suis sous ordonnance du tribunal pour rester à l'écart des Thornton et de Mary-Ann, et si je suis surprise près de cette adresse, je retournerai en prison et toute chance de l'aider disparaîtra. Le docteur Lee hocha la tête. Je sais. C'est pour cela que j'ai déjà contacté Vivien et ses sources au DCF de l'État. Ils se mobilisent pour intercepter les Thornton avant qu'ils ne puissent partir avec Mary-Ann. Un espoir fragile mais persistant éclosit dans la poitrine de Michel. Vont-ils y arriver à temps? Nous devons croire que oui, dit le docteur Lee, même si son ton était teinté d'incertitude. Le système échoue trop souvent, mais parfois, quand suffisamment de bonnes personnes se mobilisent, ça fonctionne. L'attente fut insoutenable. Michel ne parvint pas à dormir cette nuit-là, imaginant Mary-Ann rassemblant ses quelques biens précieux, prête à être emmenée dans une autre prison parfaitement entretenue déguisée en foyer. Le lendemain, qui sera la prochaine personne à remarquer les marques sur ses bras et à avoir le courage de parler? Y aura-t-il quelqu'un pour le remarquer? La matinée arriva sous un ciel plombé et une bruine régulière. Le téléphone de Michel resta silencieux alors que les heures s'égrenaient. Le docteur Lee avait promis d'appeler dès qu'elle entendrait quoi que ce soit de Vivien ou des autorités de l'État. À midi, le silence devint insupportable. Michel essaya d'appeler le docteur Lee, mais l'appel renvoya directement à la messagerie vocale. Elle arpenta son appartement, consultant compulsivement les sites d'information pour toute mention des Thornton. À 14h17, un SMS arriva d'un numéro inconnu. Ils sont partis, maison vide, vous les avez ratés. Le cœur de Michel se brisa. Ils avaient échoué. Les Thornton s'étaient échappés avec Mary-Ann et probablement vers un autre État où ils établiraient une nouvelle façade parfaite, tandis que les abus se poursuivaient derrière des portes closes. Elle était encore en train de fixer le message quand son téléphone sonna enfin. C'était le docteur Lee. Qu'est-ce qui s'est passé? Exigea Michel, sans salutation. Ils ont bougé plus vite que prévu. Le docteur Lee expliqua, la voix serrée par la frustration, lorsque l'équipe d'État est arrivée avec les mandats, la maison était vide. Les voisins disent qu'ils sont partis avant l'aube. Donc, ils sont partis. Ils ont gagné. Michel s'effondra sur son futon, submergé par le désespoir. Mais il y avait dans le ton du docteur Lee quelque chose qui fit redresser Michel. La police d'État a émis une alerte. La voiture des Thornton a été repérée dans une station-service près de la frontière entre le Massachusetts et le New Hampshire. Ils ont été détenus et Marianne est en sécurité, en cours d'évaluation à l'hôpital pour enfants de Boston. La voix du docteur Lee s'adoucit. On a demandé de vous joindre. Les larmes montèrent aux yeux de Michel. Oui, apparemment, elle a dit aux agents que mademoiselle Michel avait vu les marques et m'avait cru quand personne d'autre ne l'avait fait. C'est ce qui a fait éclater l'affaire. Mary-Ann se sentait enfin assez en sécurité pour parler. Le soulagement rendit Michel presque étourdi. Et maintenant, quoi? Richard a été arrêté pour maltraitance d'enfants et pour des violations de l'éthique médicale. Diana négocie avec les procureurs, probablement en se retournant contre son mari pour se sauver, et le juge qui a approuvé leur relocalisation d'urgence fait face à une enquête éthique, et mon dossier est réexaminé à la lumière de ces nouvelles preuves. Monsieur Winters pense que les charges seront abandonnées maintenant que Mary-Ann a confirmé que vos soupçons étaient fondés. Le docteur Lee fit une pause. Ce n'est pas fini, Michel.
Le processus judiciaire prendra des mois, peut-être des années. Mary-Ann a une longue convalescence devant elle, mais la vérité est sortie maintenant. Elle est en sécurité. La vérité, après tant de couches de tromperie, de manipulation et d'obstruction, la vérité simple avait enfin émergé. Un enfant était blessé, et maintenant, il ne l'était plus. Cela n'annulait pas les dégâts faits à la réputation de Michel ni sa position académique, mais ces choses paraissaient insignifiantes comparées à la liberté de Mary-Ann. « Puis-je la voir » demanda Michel. « Pas encore, il reste encore des obstacles juridiques. » Le ton du docteur Lee se réchauffa, « Mais il a laissé quelque chose pour vous. Le travailleur social de l'État doit le rapporter à mon bureau cet après-midi. Pouvez-vous passer vers ?» Michel arriva au bureau du docteur Lee et trouva sa conseillère en pleine conversation avec une femme au visage aimable qui se présenta sous le nom de Karen Martinez, du département d'État des enfants et des familles. « Mademoiselle C, je tiens à vous remercier personnellement, » dit Mademoiselle Martinez en serrant fermement la main de Michel. « Sans votre persévérance, nous n'aurions peut-être jamais su ce qui arrivait à Mary-Ann. »« Est-elle vraiment en sécurité ?» demanda Michel, posant la question qui comptait le plus. L'expression de Mademoiselle Martinez s'assombrit. « Physiquement, elle est stable, ses blessures vont guérir. Émotionnellement, soupira-t-elle, ce sera un chemin plus long. Mais elle bénéficie d'un excellent soutien désormais, et elle montre une résilience remarquable. Où va-t-elle aller pour l'instant ? Dans un placement familial spécialisé, le temps que nous retrouvions sa grand-mère maternelle dans l'Oregon. Les premiers indices montrent que la grand-mère avait tenté de garder le contact avec Mary-Ann pendant des années, mais avait été systématiquement bloquée par les Thornton. De son sac, Mademoiselle Martinez retira un carnet relié en tissu bleu que Michel reconnut immédiatement, Mary-Ann Sketchbook. « Je tenais à vous le donner », insista Mademoiselle Martinez en le tendant à Michel. « Vous étiez la seule à avoir vraiment vu ces dessins. » Michel accepta le carnet, les mains tremblantes. L'ouvrant, elle découvrit les esquisses détaillées familières d'oiseaux et d'arbres, mais aussi de nouveaux dessins, une figure aux cheveux bouclés se tenant protectrice aux côtés d'une petite fille blonde, sur la dernière page. En caractères soignés, Mary-Ann y avait écrit « Merci d'avoir vu les marques et de m'avoir cru. Je vais devenir artiste quand je serai grande. » C'était la promesse d'un avenir qui semblait impossible il y a quelques jours. Michel passa son doigt sur les mots, les larmes brouillant sa vision. « Dis-lui que je crois en son art, » murmura-t-elle doucement, « et que je le croirai toujours. » Le chemin à venir restait compliqué, les poursuites pénales contre les Thornton seraient longues et difficiles, l'avenir académique de Michel était en suspens, sa réputation ternie par le simple fait de s'être levé pour défendre ce qui était juste. Mais, en cet instant, tenant le Mary-Ann Sketchbook, symbole d'espoir et de résilience, Michel sut avec une certitude absolue qu'elle avait fait le bon choix. Certaines batailles valent la peine d'être menées, peu importe le coût, certaines vérités doivent être dites, peu importe qui essaie de les faire taire. Et parfois, la chose la plus importante au monde est tout simplement de croire un enfant quand il vous montre ses blessures, visibles ou invisibles. En sortant du bureau du docteur Lee, dans un après-midi qui se dégageait enfin, Michel se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Les ombres reculaient peu à peu, laissant la lumière atteindre des endroits longtemps gardés dans l'obscurité. Ce n'était pas une fin parfaite, la vie réelle offre rarement cela, mais c'était un nouveau départ pour Mary-Ann, pour elle-même, et pour la vérité qui avait enfin brisé son silence. 3 mois après l'arrestation des Thornton, Michel s'assit sur un banc en bois dur devant le tribunal. La grande cour du comté de Suffolk, avec ses colonnes de marbre et ses salles résonnantes, était devenue un terrain familier durant les audiences préliminaires, mais restait imposante, une manifestation physique d'un système qui pouvait soit rendre justice, soit perpétuer le mal. Ses doigts effleurèrent le tissu usé et bleu du Mary-Ann Sketchbook, qu'elle gardait désormais en permanence. L'audience du matin devait déterminer si Richard Thornton serait jugé pour de multiples chefs d'accusation de maltraitance d'enfants et d'expérimentation médicale contraire à l'éthique. Diana Thornton avait déjà accepté un accord de plaidoyer en échange de son témoignage contre son mari, une décision qui avait fracturé les cercles sociaux des Wade en camps antagonistes. Le docteur Lee, nerveux, apparut aux côtés de Michel en lui offrant une tasse de café en carton provenant de la cafétéria du tribunal. Michel l'accepta avec gratitude, un peu surtout pour Marianne, elle doit témoigner aujourd'hui, j'ai entendu dire. Comment va-t-elle avec sa grand-mère, dans les mois passés depuis qu'elle a été placée temporairement chez sa grand-mère maternelle, Patricia Wilson? Mary-Ann a montré des progrès remarquables. Les appels vidéo hebdomadaires me permettent de voir la personnalité de la petite se déployer peu à peu,
tel un bourgeon étroitement fermé qui s'ouvre lentement vers le soleil, de mieux en mieux à chaque conversation, dit Michel, un petit sourire réchauffant son visage. Elle prend maintenant des cours d'art, de vrais cours, pas seulement des dessins en cachette, et sa grand-mère l'a inscrite à un programme de thérapie spécialement destiné aux enfants ayant vécu un traumatisme, acquiesça le docteur Lee d'un air approbateur. Patricia semble être exactement ce dont Mary-Ann a besoin, aimante, mais protectrice, ajouta Michel en sirotant son café amer. Elle était également déterminée à faire payer Richard pour ce qu'il avait fait. C'est pourquoi ils étaient revenus pour cette audience. Les portes doubles, au bout du couloir, s'ouvrirent, révélant Patricia Wilson, une femme robuste dans la soixantaine, aux cheveux blonds de Mary-Ann désormais striés de gris, et à côté d'elle, Mary-Ann elle-même. La fillette portait une robe bleue simple avec un cardigan, ses cheveux relevés par un bandeau plutôt que par la tresse sévère que les Thornton avaient préférée. Le changement d'apparence était saisissant, mais plus remarquable encore était le changement dans sa démarche. Elle se déplaçait toujours prudemment, observant son environnement d'un œil méfiant, mais sa posture droite suggérait de la dignité plutôt que de la peur. Lorsqu'elle aperçut Michel, un sourire sincère illumina son visage et la transforma complètement. Mademoiselle Michel, l'appelait-elle d'une voix douce, mais qui n'était plus un chuchotement. Michel se leva alors que Mary-Ann s'approchait, incertaine des formalités pour leur première rencontre en personne depuis le sauvetage. La fillette résolut le dilemme en s'avançant et en enlaçant rapidement et vigoureusement la taille de Michel, avant de reculer, rougissante. « J'ai apporté de nouveaux dessins à vous montrer », dit-elle en brandissant un dossier orné de papillons soigneusement dessinés. « Grand-mère Patricia dit que je pourrais être assez bonne pour intégrer une école d'art un jour. » « Je n'en doute pas, » répondit Michel, son cœur se serrant devant cette simple affirmation de projet d'avenir, un luxe que Mary-Ann n'avait jamais osé envisager auparavant. Patricia Wilson s'approcha, tendant la main à Michel. « Alors, c'est vous la têtue qui n'a jamais abandonné, » dit-elle, la poigne ferme et chaleureuse. « Mary-Ann parle de vous constamment, de la brave dame qui a vu les marques. » Michel secoua la tête. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait dû faire, mais ils ne l'ont pas fait. » Patricia dit, la voix s'abaissant. « Pendant des années, j'ai essayé de garder contact avec Mary-Ann et Diana a bloqué chaque tentative, affirmant que j'étais instable. Quand j'ai insisté, Richard menaçait d'action en justice. J'ai abandonné trop facilement. » Ses yeux, semblables à ceux de Mary-Ann, se remplissaient de regrets. « Si j'avais lutté plus fort. »« Tu te bats maintenant, » interrompit doucement Michel. « C'est ce qui compte. » Avant que Patricia ne puisse répondre, une porte latérale s'ouvrit et Vivien March apparut, l'air pressé mais déterminé. La journaliste était devenue une alliée inattendue depuis l'éclatement de l'affaire, grâce à sa série d'articles dénonçant non seulement les abus des Thornton, mais aussi les défaillances systémiques qui les avaient permis de perdurer. « Ils sont prêts, » dit Vivien. La défense a tenté une dernière motion pour exclure le témoignage de Mary-Ann, mais le juge l'a refusé. La main de Mary-Ann se glissa dans celle de sa grand-mère, ses jointures blanchissant. Patricia serra en retour avec assurance. « Tu n'as qu'à dire la vérité, chérie, » dit-elle, exactement comme nous l'avons répété. Mary-Ann hocha solennellement la tête. « Je sais. Je n'ai plus peur de lui. » La confiance tranquille dans ses mots fit monter des larmes inattendues aux yeux de Michel. Cet enfant, qui avait enduré des traitements inimaginables de la part de ceux censés la protéger, avait trouvé un courage que beaucoup d'adultes n'atteignent jamais. Le tribunal était déjà bondé lorsque tous entrèrent, médias locaux, observateurs juridiques et un nombre surprenant de résidents occupaient la galerie. Michel remarqua plusieurs membres du personnel hospitalier, probablement là pour soutenir Richard, ainsi qu'un contingent de membres du personnel universitaire, y compris le doyen qui l'avait suspendu en attendant la résolution des accusations de harcèlement, depuis ensuite classées. À la table de la défense se trouvait Richard Thornton, son apparence habituellement impeccable étant quelque peu altérée par des mois de détention. Son avocat, un homme aux traits affûtés vêtu d'un costume onéreux, se pencha et chuchota avec urgence. Les yeux de Richard balayèrent la salle, s'arrêtant brièvement sur Mary-Ann avant de se détourner rapidement. L'avocate du ministère public, une femme redoutable nommée Judith Patel, accueillit leur petit groupe à la table de l'accusation. Mary-Ann, vous attendrez dehors avec l'avocate de la victime jusqu'à ce qu'on vous appelle, d'accord? Tout le monde, asseyez-vous derrière moi. Michel, le docteur Lee, Patricia et Vivien prirent place au premier rang tandis que la séance commençait. La juge, une femme aux cheveux argentés aux yeux perçants, appela la cour à l'ordre et aborda les questions préliminaires avec une efficacité expéditive.
Lorsque vint le temps des plaidoiries d'ouverture, la procureure Patel s'avança vers la barre, d'un pas mesuré. Cette affaire, commença-t-elle, concerne la trahison de confiance la plus fondamentale qui soit. Le docteur Richard Thornton, un homme juré de ne jamais nuire, a mené des expériences douloureuses et traumatisantes sur sa propre enfant, des expériences conçues non pas pour traiter une maladie, mais pour faire avancer sa recherche sur les réponses à la douleur. Il a utilisé ses connaissances médicales non pas pour soigner, mais pour blesser, systématiquement et à maintes reprises, une fillette de 8 ans, sans défense, qui n'avait d'autre choix que de subir ses tests. Il a falsifié des dossiers médicaux pour couvrir ses agissements, intimidé ceux qui s'étaient élevés contre lui et s'est enfui lorsque les autorités sont finalement intervenues. Elle se tourna alors vers Richard. Les preuves montreront que l'accusé a créé une fiction élaborée, un trouble sanguin rare, afin d'expliquer les marques de ses expériences. Il a tout documenté avec une précision clinique, traitant sa fille comme rien de plus que la sujet A. Le témoignage que vous entendrez, y compris celui de sa propre épouse et de son assistante de recherche, révélera non pas un simple moment d'égarement, mais des années d'abus calculés déguisés en science. Lorsque vous aurez entendu toutes les preuves, nous sommes convaincus que vous déclarerez le docteur Thornton coupable de tous les chefs d'accusation. L'avocat de la défense, Martin Goldstein, comptait, avec une rhétorique tout aussi mesurée, décrire Richard comme un médecin dévoué dont la recherche aurait bénéficié à d'innombrables patients souffrant de douleurs chroniques. Il suggéra que le témoignage de Diana était motivé par un désir de vengeance, que l'assistante de recherche avait mal interprété des procédures médicales légitimes, le plus inquiétant, que Mary End était confuse au sujet des soins médicaux de routine prodigués par un père soucieux de son bien-être. Michel observa les visages des jurés pendant cette dernière affirmation, notant le scepticisme qui se lisait sur plusieurs d'entre eux, ils n'achetaient pas le récit du « génie incompris ». La première témoin appelée fut Diana Thornton. Elle entra dans la salle d'audience tel un acteur montant sur scène, sa tenue de créateur et son maquillage impeccable contrastant nettement avec l'apparence amoindrie de son mari. Michel ne put s'empêcher d'admirer la performance. Diana affichait le juste équilibre entre remords et coopération, se présentant comme une autre victime de la manipulation de Richard plutôt qu'une complice active dans les abus subis par Mary End. Madame Thornton, commença la procureure Patel après les préliminaires, quand avez-vous pris conscience pour la première fois des expérimentations de votre mari sur votre fille? Diana s'essuya les yeux avec un mouchoir. Cela a commencé progressivement. Richard m'a dit que Mary End souffrait d'une affection rare nécessitant une surveillance régulière, et qu'il pouvait réaliser lui-même les tests afin de lui épargner les traumatismes des visites à l'hôpital. J'ai fait confiance à son jugement médical. Et quand avez-vous réalisé que ces tests étaient en réalité des expériences? Il y a environ 2 ans, j'ai trouvé ces notes de recherche. Lorsque je l'ai confronté, il m'a convaincu qu'il s'agissait d'un traitement légitime qui fournissait aussi des données de recherche précieuses. Il disait que de nombreuses avancées médicales provenaient de médecins qui traitaient leurs propres enfants. La voix de Diana se brisa de manière théâtrale. J'ai eu tort de le croire, terriblement tort. Avez-vous jamais été témoin de ces tests? Non, Richard les effectuait dans son bureau à domicile quand je n'étais pas présente. J'ai vu les marques par la suite, mais il avait toujours une explication médicale. Avez-vous aidé à dissimuler ces activités? Diana hésita, semblant mesurer ce qu'elle pouvait admettre dans le cadre de son accord de plaidoyer. J'ai aidé à la documentation, dit-elle. Richard disait que nous avions besoin de dossiers médicaux cohérents au cas où quelqu'un remettrait en question l'état de Mary End. Par « aider à la documentation », entendez-vous que vous avez falsifié des dossiers médicaux? Oui, admit doucement Diana. J'ai utilisé mon expertise juridique pour créer des documents qui résisteraient à l'examen. Lorsque Michelle Callaway évoqua les marques observées sur Mary End. « Et qu'avez-vous fait » demanda-t-elle. Le regard de Diana se détourna brièvement vers Michel. « Nous l'avons écartée, dit-elle. Richard disait qu'elle réagissait de façon excessive à une surveillance médicale de routine. Quand elle a persisté, nous avons pris des mesures pour la discréditer. » Quelles mesures? Richard a contacté l'université, j'ai parlé avec des collègues du bureau du procureur, nous avons déposé des plaintes pour la faire paraître instable et obsessive. Diana baissa les yeux. Nous nous protégions, pas Mary End. Je le regretterai toute ma vie. Le contre-interrogatoire de la défense fut brutal. Goldstein s'acharna sur les incohérences du récit de Diana, souligna sa propre part de responsabilité et laissa entendre qu'elle avait orchestré toute l'affaire pour éviter d'être poursuivie elle-même. Diana garda son sang-froid tout au long,
mais son récit minutieusement construit en tant que victime commença à se déliter sous l'assaut. Lorsque son interrogatoire prit fin, le jury avait vu, non pas une femme contrainte, mais une complice, une partenaire dans l'abus qui s'était retournée contre son mari seulement lorsque l'exposition était inévitable. Le témoin suivant fut le docteur James Shinn, l'assistant de recherche de Richard à Oaked Memorial. Le jeune postdoctorant apparut nerveux mais résolu en décrivant ses inquiétudes grandissantes concernant l'étude de gestion de la douleur de Richard, menée dans le secret. Je n'étais autorisé qu'à analyser des données anonymisées, mais les tendances étaient inquiétantes. Le sujet manifestait des niveaux croissants de stimuli douloureux au fil du temps, bien au-delà de ce qu'un comité d'éthique approuverait. « Avez-vous exprimé ces inquiétudes » demanda la procureure Patel. « Répondit-il. La première fois, Richard me dit que les protocoles avaient été approuvés par une fondation de recherche privée. La seconde fois, il menaça ma position et mes futures recommandations si je posais problème. Quand avez-vous appris que le sujet de test était Mary End ? Ce n'est qu'après l'arrestation du docteur Thornton, lorsque j'ai vu les reportages. Le comportement professionnel du docteur Shinn se fissura. J'avais analysé des données provenant d'expériences menées sur un enfant, son enfant, et j'ai eu la nausée. La défense tenta de dépeindre le docteur Shinn comme un jeune chercheur ambitieux, jaloux du succès de Richard, mais la détresse évidente et la clarté de son témoignage restèrent percutantes tout au long de la matinée. Michel écouta, témoin après témoin, reconstituer l'infrastructure de tromperie bâtie par les Thornton. Des administrateurs hospitaliers qui avaient remarqué des anomalies, mais s'étaient soumis à la réputation de Richard. Des collègues qui avaient entrevu des schémas inquiétants, mais qui étaient restés silencieux. Des enseignants ayant observé des comportements préoccupants chez Mary End, mais acceptant les explications des Thornton. L'échec du système était autant en cause que Richard lui-même. Après le déjeuner, la procureure Patel appela le témoin que tout le monde attendait. Les gens appelaient Mary End. Un silence s'abattit sur la salle d'audience lorsque Mary End entra, accompagnée d'une avocate de la victime. Elle semblait minuscule en s'avançant vers la barre, mais ses pas étaient assurés. Après avoir prêté serment, elle s'assit, les mains posées soigneusement sur ses genoux, son regard fixé sur la procureure Patel plutôt que sur son père. La procureure commença doucement. « Pouvez-vous nous parler des marques sur vos bras que Michel Callaway a remarquées lorsque vous étiez en babysitting ?» Mary End hocha la tête. « Mon père les appelait des sites de test. Il disait qu'ils aidaient des personnes malades en montrant comment différentes choses faisaient mal. » Quel genre de test votre père effectuait-il ? Il utilisait divers outils. Mary End, la voix toujours posée quoique plus basse, continua. Des cercles métalliques qu'il chauffait et pressait contre ma peau, des aiguilles enfoncées à différentes profondeurs, un appareil qui envoyait des décharges électriques. Elle énuméra ses horreurs avec le détachement d'une enfant qui avait normalisé la normale. Après chaque test, il notait, chiffre après chiffre, combien j'avais mal et combien de temps il me fallait pour que la douleur cesse. Ces tests avaient-ils lieu régulièrement ? Chaque mardi et vendredi soir, quand ma mère était à son club de lecture ou en cours de yoga. La précision de Mary End était déchirante, un calendrier mental de souffrance qu'aucun enfant ne devrait avoir à tenir. Ces tests faisaient-ils mal ? Demanda-t-elle pour la première fois, la voix vacillante. Oui, parfois énormément. Je pleurais, mais mon père disait que pleurer gâchait les données. Que faisait-il si tu pleurais ? Il arrêtait le test en disant qu'il fallait tout reprendre un autre jour. Et si j'étais sage et que je ne pleurais pas, j'avais alors du temps pour dessiner par la suite. Michel ferma les yeux un instant, imaginant Mary End endurer la douleur en silence pour mériter ce que tout enfant devrait pouvoir faire librement. « As-tu déjà parlé de ces tests à quelqu'un » La fillette secoua la tête. Mon père disait que personne ne me croirait, que c'était parce qu'il était un médecin important et que je n'étais qu'une petite fille qui ne comprenait rien à la médecine, et que si je le disais, on m'enlèverait et on me mettrait dans un endroit bien pire. Pourquoi as-tu finalement raconté la vérité à Michel Callaway ? Le regard de Mary End se détourna vers Michel pour la première fois. Parce que vous avez vu les marques et vous ne faisiez pas semblant de ne pas les voir, et vous m'avez dit que vous m'aideriez même si c'était effrayant. Aucune question supplémentaire, votre honneur. L'avocat de la défense, Goldstein, s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mary End, n'est-il pas possible que vous ayez mal compris ce que faisait votre père, que ce soit en réalité des traitements pour votre condition ? Le froncement de sourcils de Mary End se creusa. Je n'ai pas de condition. Mon père a inventé cela, mais vous n'êtes pas médecin, vous ne comprenez pas forcément les procédures médicales.
Je comprends ce qui fait mal, répondit-elle simplement, et je comprends quand quelqu'un note combien j'ai mal au lieu de faire cesser la douleur. Goldstein tenta plusieurs autres angles pour semer le doute sur la compréhension ou la mémoire de Mary End, mais les réponses simples de la fillette revenaient sans cesse à une réalité indéniable. Son père l'avait blessée délibérément, à plusieurs reprises et systématiquement, pour ses propres fins. Lorsque l'on déclara la fin de son témoignage, Mary End se leva directement pour rejoindre sa grand-mère, sans regarder son père. En passant près de la table de l'accusation, elle s'arrêta brièvement auprès de Michel. « Je n'ai pas pleuré », murmura-t-elle, la fierté et la douleur mêlées dans sa voix. « Tu as fait parfaitement », répondit Michel en chuchotant. Le dernier témoin de la journée fut Michel elle-même. En montant à la barre, elle sentit le regard calculateur de Richard sur elle, comme s'il s'agissait d'un autre sujet à mesurer. Elle garda les yeux fixés devant, se concentrant sur le serment et les questions familières visant à établir son passé et sa crédibilité. La procureure Patel la mena chronologiquement à travers les événements, le boulot de babysitting, la découverte des marques, la confrontation avec les Thornton, les obstacles qu'elle avait rencontrés en signalant ses inquiétudes et l'intervention finalement réussie. « Mademoiselle Callaway, pourquoi avez-vous persisté dans vos efforts pour aider Mary End, malgré les coûts professionnels et personnels que cela vous a occasionné ?» Michel réfléchit soigneusement avant de répondre. « Parce que ce que j'ai vu sur ses bras racontait clairement une histoire de blessure délibérée. Une fois que j'ai su que m'en aller n'était pas une option, peu importe qui était responsable ou ce qu'il m'arriverait, même lorsque ma carrière académique était menacée, lorsque j'ai dû faire face à des accusations criminelles, j'ai regardé droit dans les yeux de Richard pour la première fois. Mary End avait besoin de quelqu'un pour la croire, pour voir ce qui se passait et agir, et non détourner le regard parce que c'était difficile ou gênant. La défense, lors de son contre-interrogatoire, visa à remettre en question les qualifications de Michel, insinuant qu'elle avait outrepassé ses compétences en s'immisçant dans la famille Thornton. En raison d'une nature trop zélée, Goldstein a souligné à plusieurs reprises qu'elle n'était qu'une étudiante diplômée et non une psychologue agréée, tentant de diminuer la crédibilité de ses observations. « Tu as formulé une théorie assez dramatique basée sur quelques ecchymoses, n'est-ce pas ?» a remis en question Goldstein. « N'est-il pas possible que tu aies vu ce que tu t'attendais à voir à cause de tes études sur les abus sur enfants ? J'ai vu des marques circulaires et des motifs qui ne correspondaient ni à une blessure accidentelle ni à une intervention médicale, » répondit calmement Michel. « J'ai observé un enfant présentant des signes clairs de traumatisme. Lorsque j'ai soulevé des inquiétudes, j'ai rencontré une résistance qui dépassait de loin la réaction défensive normale des parents, mais tu n'avais aucune preuve d'expérimentation jusqu'à ce que ton ami accède illégalement au dossier du docteur Thornton, n'est-ce pas ? J'avais les blessures physiques de Mary End, des indicateurs comportementaux, finalement, ses propres mots. Les dossiers confirmaient ce qui était déjà évident. » Alors que Michel descendait du banc des témoins, elle ressentit une curieuse légèreté. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour protéger Mary End et avait dit la vérité, malgré tous les efforts pour la faire taire. Le sort était désormais entre les mains du jury. Les jours restants du procès amenèrent des témoins experts qui analysèrent la méthodologie de recherche de Richard et des professionnels médicaux qui documentèrent les blessures de Mary End. Richard lui-même ne monta jamais sur le banc, une décision qui en disait long au jury. Le 5e jour, les plaidoiries finales cristallisèrent les récits concurrents. L'accusation dépeignait Richard comme un homme qui avait trahi chaque serment, en tant que médecin, chercheur et père, pour poursuivre ses ambitions sans contraintes éthiques. La défense continua de suggérer un malentendu et une exagération, mais leurs arguments sonnèrent creux. Après le défilé de preuves et de témoignages, le jury délibéra pendant seulement 4 heures avant de revenir avec leur verdict sur le chef d'accusation d'abus sur enfants au premier degré. Comment déclarez-vous coupable sur le chef d'accusation d'expérimentation humaine non éthique ? Comment déclarez-vous coupable, chef par chef ? La réponse resta la même. Richard Thornton resta impassible alors que sa liberté disparaissait, ne montrant d'émotion que lorsque le verdict final fut lu et qu'il fut emmené en détention en attendant sa sentence. Dehors, devant le palais de justice, Michel se tenait aux côtés du docteur Lee, de Patricia et de Mary End, et tandis que Vivien s'adressait à un groupe de journalistes, l'air d'automne portait le parfum des feuilles tombées et de nouveaux départs. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda Mary End en levant les yeux vers sa grand-mère. « Maintenant, nous rentrons à Oregon » répondit Patricia. « Nous construisons une nouvelle vie et tu n'auras plus jamais à le revoir. » Mary End acquiesça, traitant cette information, puis se tourna vers Michel. « Viendras-tu nous rendre visite, grand-mère »
Tu pourrais rester dans notre chambre d'amis. J'aimerais beaucoup, dit Michel, surprise par l'invitation. Pas tout de suite, clarifia Patricia. Mary-Ann a besoin de temps pour s'installer, établir des routines, mais peut-être qu'à Thanksgiving nous ferons une excellente tarte à la citrouille. La simplicité domestique de l'invitation faillit presque défaire Michel après des mois de crise et de conflits. La perspective d'une tarte de fête avec Mary-Ann dans une maison sûre et aimante semblait miraculeuse. J'apporterai mon appétit, promit-elle. Lorsqu'ils se dirent au revoir, Mary-Ann glissa quelque chose dans la main de Michel, une feuille de papier à dessin plié. « Ne regarde pas tant que nous ne sommes pas partis, murmura-t-elle. Ce n'est pas encore fini. Michel respecta la demande, attendant que Mary-Ann et Patricia soient partis en taxi avant de déplier le papier. Le dessin montrait 2 figures debout devant un chevalet, l'une petite et blonde, l'autre plus grande avec des cheveux bouclés, toutes deux souriant. En haut, en lettres soignées, Mary-Ann avait écrit « Mon futur professeur d'art ». Le docteur Lee jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, on dirait que tu as déjà tracé une voie professionnelle pour toi. Michel rit doucement, les larmes embuant l'image. Apparemment. Alors, à propos de carrière, dit le docteur Lee, son ton se faisant plus sérieux, le comité disciplinaire de l'université se réunit demain pour examiner ta réintégration. Je serai là pour plaider en ta faveur, mais tu devrais te préparer à une résistance persistante. Les Thornton se sont fait des amis puissants et certains d'entre eux occupent encore des postes d'influence. Je sais, dit Michel en pliant soigneusement le dessin et en le glissant dans le carnet de croquis de Mary-Ann. Mais quoi qu'il arrive avec mon diplôme, j'ai appris quelque chose de plus précieux que ce qu'une salle de classe pourrait enseigner. Quoi donc ? Que les systèmes échouent, mais les individus n'ont pas à échouer. Qu'une seule personne prête à voir la vérité et à la dire peut faire toute la différence. Elle sourit à son mentor. Et je ne suis pas la seule à être prête à faire cela. Le docteur Lee lui serra l'épaule. Non, tu ne le es pas. Souviens-toi de cela dans les jours difficiles à venir. 2 ans plus tard, le Centre d'art communautaire de Portland, Oregon, était en effervescence alors que parents et soutiens se rassemblaient pour l'exposition annuelle des étudiants. Michel ajusta l'éclairage d'exposition pour la 3e fois, souhaitant que chaque œuvre reçoive l'illumination parfaite. Elles sont magnifiques, dit Patricia en apparaissant à ses côtés avec 2 verres de cidre pétillant. L'ensemble de l'exposition l'est. Tu as fait un travail remarquable ici. Michel accepta le verre avec gratitude. Les enfants ont fait le travail. J'ai juste fourni l'espace, le matériel, les conseils, la confiance et un lieu sûr pour s'exprimer. Le ton de Patricia ne toléra aucune contestation. Ne minimise pas ce que tu as créé ici, Michel. Ce qu'elle avait créé était en effet spécial. Après avoir terminé sa maîtrise, retardée mais non compromise par l'affaire Thornton, Michel s'était installé à Portland avec un petit héritage de sa grand-mère et une subvention d'une fondation soutenant l'art-thérapie pour les enfants traumatisés. Elle avait fondé le Safe Harbor Art Center, un programme offrant des cours et de la thérapie par l'expression créative, avec une attention particulière aux enfants ayant subi des abus ou de la négligence. Mary-Ann, alors âgée de 10 ans, avait été sa première élève et était restée sa plus dévouée. Le talent artistique de la jeune fille avait fleuri grâce à un encadrement approprié, sa créativité auparavant cachée explosant sur des toiles avec un abandon joyeux. « Où est notre star artiste ?» demanda Michel en scrutant la foule grandissante. « Caché dans le placard à fournitures avec le trac de la scène », dit Patricia avec un sourire affectueux. « Pourrais-tu lui parler ? Elle t'écoute différemment que moi. » Michel trouva Mary-Ann exactement là où sa grand-mère l'avait indiqué, assise en tailleur parmi des bouteilles de peinture tempéra et des piles de papier de construction. Ses cheveux blonds étaient désormais plus longs, retenus par un bandeau à motif arc-en-ciel, et elle portait une robe qu'elle avait conçue elle-même, couverte de fleurs peintes à la main. Avant le début de l'exposition, le trac, demanda Michel en s'asseyant à côté d'elle sur le sol, consciente de sa tenue plus formelle. Mary-Ann hocha la tête en tripotant un pinceau. « Et si on n'aime pas mes tableaux ? Et s'il les trouve bizarres ou effrayants ?» Plusieurs œuvres de Mary-Ann traitaient directement de son traumatisme, des représentations abstraites de la douleur et de la peur cédant la place à la guérison et à l'espoir. Elles étaient puissantes, surtout venant de quelqu'un d'aussi jeune, mais tout le monde ne comprendrait pas leur origine. « L'art n'est pas fait pour plaire aux autres », lui rappela doucement Michel. « Il s'agit d'exprimer ta vérité et ta vérité, même les parties difficiles, méritent d'être vues. Considère cela comme quand tu as dit ta vérité à mon sujet, même quand c'était difficile. » Exactement comme ça. Avais-tu peur ?
Terrifié? Oui, j'avais peur, admit Michel. Mais avoir peur ne signifie pas que tu fais la mauvaise chose. Parfois, cela signifie le contraire. Ce que tu fais est tellement important que ça vaut la peine d'en avoir peur. Marie-Anne acquiesça lentement. Mon thérapeute dit que les sentiments effrayants diminuent quand je les mets dans mon art, qu'ils perdent de leur pouvoir quand je contrôle la manière de les montrer. Elle est très sage. Et toi? Marie-Anne se leva en époussetant sa robe. D'accord, je suis prête maintenant. Elles se mirent à marcher main dans la main vers la galerie principale où la section de Marie-Anne les attendait. 8 toiles disposées chronologiquement racontant une histoire de ténèbres qui recule et de lumière qui émerge. La pièce maîtresse était une grande peinture intitulée simplement « Cercle ». Elle montrait des anneaux de différentes tailles et couleurs, initialement sombres et serrés, s'élargissant et s'éclaircissant progressivement, se transformant finalement en un spectre d'arc-en-ciel se chevauchant. C'était beau, complexe et profondément honnête, une douleur transformée mais non oubliée, reconnue mais non définissante. Alors que les visiteurs commençaient à admirer l'exposition, Marie-Anne se tenait fièrement à côté de son œuvre, répondant aux questions avec une confiance grandissante. Michel observait de loin, lui laissant l'espace nécessaire pour revendiquer pleinement ce moment. Le docteur Lee apparut à ses côtés, ayant pris un vol spécialement pour l'exposition. « Elle est remarquable », dit le professeur en hochant la tête en direction de Marianne. « Et toi, alors ? » « Pour cela, en tout cas, j'ai simplement fait ce qui devait être fait, » répondit Michel, ce qui est précisément ce qui rend cela remarquable. Le docteur Lee sirota son cidre en réfléchissant. « Penses-tu parfois au Thornton » Michel considéra la question. Richard Thornton purgeait une peine de 20 ans. Diana, après son accord de plaidoyer, avait reçu 5 ans, dont elle avait purgé 18 mois avant d'être libérée conditionnellement. Elle avait déménagé en Arizona, selon les mises à jour occasionnelles de Vivien, reconstruisait sa vie sous son nom de jeune fille, travaillant dans un petit cabinet d'avocats spécialisé dans la révision de contrats. De temps en temps, admit Michel, de moins en moins à mesure que le temps passait. Regrettes-tu quoi que ce soit? La rupture de ta carrière, les batailles juridiques, les effets persistants sur ta réputation professionnelle? Michel regarda Marie-Anne rire à quelque chose qu'un visiteur de la galerie avait dit, son visage illuminé de joie et de fierté. Pas une seconde, dit le docteur Lee en hochant la tête. Je m'en doutais. Voilà pourquoi j'ai apporté ceci. Elle tendit à Michel une enveloppe portant le sceau de l'université Westfield. Le département de psychologie établit une nouvelle concentration doctorale en traumatisme infantile et en plaidoyer. Nous aimerions que tu envisages d'y revenir pour la diriger. Michel fixa la lettre, surprise. Mais ma thèse de maîtrise avait à peine passé après tout ce qui s'est passé, parce que certains membres du corps professoral ne pouvaient pas séparer leur lien personnel avec les Thornton de leur jugement académique, dit le docteur Lee, franchement. Ces personnes ont depuis pris leur retraite ou sont passées à autre chose. Le nouveau président du département reconnaît que ton expérience pratique est précisément ce dont notre programme a besoin. L'offre était tentante, retourner dans le monde académique, aider à façonner une nouvelle génération d'avocats pour enfants, appliquer sa dure sagesse dans un contexte plus large. Pourtant, alors qu'elle regardait autour du centre d'art qu'elle avait créé, les enfants exposant fièrement leur travail et la transformation de Marie-Anne, passant de victime effrayée à créatrice confiante, Michel savait que sa place était ici, du moins pour l'instant. « Je suis honorée, dit-elle sincèrement, mais je pense que je suis exactement là où je dois être. » Le docteur Lee sourit, sans surprise. « Je pensais que tu dirais cela. L'offre reste ouverte, quand tu seras prête. En attendant, nous serions ravis de t'accueillir comme conférencière invitée 1 ou 2 fois par semestre. Ta perspective serait inestimable pour nos étudiants. » Je peux le faire, acquiesça Michel. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'œuvre de Marie-Anne attira une attention significative, y compris de la part du directeur d'un prestigieux programme artistique pour jeunes, qui exprima son intérêt à lui offrir une bourse. Le visage de la jeune fille s'illumina à chaque mot de louange, à chaque moment de reconnaissance. Vers la fin de l'exposition, Marie-Anne trouva Michel en train d'ajuster la table des rafraîchissements. « Quelqu'un veut acheter Cercle », annonça-t-elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Ils offrent 300 $. C'est merveilleux, dit Michel, sincèrement impressionné. Qu'en penses-tu? Veux-tu le vendre? Marie-Anne secoua la tête résolument. Non, celui-ci n'est pas à vendre. C'est l'histoire de nous, de toi et de moi, des cercles qui étaient mauvais et comment tu as aidé à les transformer en autre chose. Marie-Anne traça un motif sur la nappe, soudainement timide.
Je pensais peut-être qu'il pourrait être accroché dans ton bureau ici, afin que tous ceux qui viennent chercher de l'aide puissent voir que les choses mauvaises peuvent devenir de belles choses si la bonne personne t'aide. Michelle avala la boule dans sa gorge. Je serais honorée de l'exposer, déclara-t-elle. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et quand le centre fut silencieux, Michelle resta seule devant Cercle, étudiant ses motifs complexes. La peinture capturait quelque chose de profond sur le traumatisme et la guérison, montrant comment les blessures elles-mêmes ne disparaissent pas, mais peuvent être incorporées dans quelque chose de nouveau et entier, peut-être même beau dans sa complexité. Elle pensa au cercle des événements qu'il avait menés ici, un travail de babysitting, des marques sur les bras d'un enfant, le choix de parler au lieu de rester silencieuse, comment ce simple moment d'observer et de croire avait modifié la trajectoire de vie multiples, y compris la sienne. À l'extérieur, une pluie de printemps tombait doucement sur les rues de Portland. À l'intérieur, entourée d'art témoignant de résilience et de transformation, Michelle Callaway ressentit la justesse de sa place dans le monde, non pas en tant que sauveuse ou héroïne, mais en tant que maillon d'une chaîne de regards et de paroles, refusant d'accepter les ténèbres lorsque la lumière était possible. Dans la peinture de Mary End, les cercles s'élargissaient vers l'extérieur, créant des ondulations de couleurs et de lumière qui s'étendaient au-delà des bords de la toile. Une représentation visuelle de la manière dont une vérité, une fois dite, continue de se propager de manière que le locuteur ne pourra jamais pleinement connaître. C'était suffisant. C'était tout.